Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour une nouvelle semaine en ce lundi 9 janvier, 16h-18h, votre rendez-vous quotidien. Le LGF, le grand forum, avec autour de ce plateau aujourd'hui. Je vous présente les débatteurs. Monsieur Ali, notre directeur commercial, qui, ça faisait longtemps d'ailleurs. Bonne année mon Ali, comment ça va ? Bonne et heureuse année à tous les auditrices et auditeurs. Plein de bonnes choses, la santé avant tout, et puis les autres ingrédients, chacun choisira. La santé primordiale. La santé primordiale après. Exactement. Voilà. Bon, le sage de l'équipe, Gamal Abina, celui qui est moins sage. Gamal Abina, prédateur DMTC, comment ça va Gamal ? J'ai eu peur. J'ai cru que t'as dit que j'étais sage. Non, pas toi. Pas toi, Gamal. J'ai eu peur, non. Laisse-moi dans mon rôle de psychopathe, c'est plus marrant. Ça va très bien. Gamal. Bienvenue tout le monde. Smaïn Tefour, journaliste, comment ça va Smaïn ? Ça va et toi Christophe, ça fait toujours plaisir Le de partager le studio avec les copains d'aujourd'hui. Les copains d'abord, comme disait Brassens. C'est bien ça. Un retour, Hicham Terak, comment ça va mon Hicham ? Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va bien. Ça fait plaisir d'être là, en fait. Ouais. La dernière fois que je suis venu, il y avait encore, tu sais, les trucs en plexiglas contre, Ah ouais, non, c'est fini ça. contre les postillons. Ouais. Et là, il n'y en a plus là. Ouais, je sais, ça fait un bail. Ça va Tu vois, pouvoir ça fait un postillonner bail. dans tous les sens. Ouais, Bon, voilà, on aime. nouveau rendez-vous dans cette émission, le lundi à 17h30, elle s'appelle No. Yeah. Et elle rappe l'actu, les enfants. Wow. Et elle sera là tout à l'heure pour son premier morceau. Elle va rapper l'actu. Vous allez voir, c'est du talent. On l'a No. trouvé. Et forcément, ça passe par le grand forum. Ouais, c'est No. N-O. N.O. Voilà. No. Tout à l'heure, No rap l'actu. Premier rendez-vous à suivre. Ça sera tous les lundis avec nous sur France Maghreb 2. Elle sera avec nous en direct pour sa première prestation. C'est très court, mais c'est très bref. C'est très bon. Et ça fait plaisir. Voici le programme pour cette émission et il est chargé. On va évidemment vous solliciter, amis débatteurs, tout à l'heure en fin d'émission pour vous demander un coup de gueule ou un coup de cœur. Attention, le chrono est lancé, vous avez 1 minute pour nous le faire partager. Ça peut être une expo, un livre, un film, une musique, un morceau, un fait d'actualité, une personnalité, ce que vous voulez, une association. Tout simplement vous-même, hein, on sait qu'il peut y avoir des nombrelistes aussi. Eh bien, vous pouvez le faire tout à l'heure en fin d'émission. Le quiz, bien sûr, à ne pas louper. No, qui rappe l'actu, à ne pas louper également. Et puis, on va parler et revenir sur Noël Le Graët, qui, vous le savez, présente ses excuses. Le président de la Fédération Française de Football, qui s'en est pris à une légende. Et Mbappé lui a rappelé, évidemment. On y reviendra, on écoutera ce moment lunaire hier soir sur RMC, au micro de Marion Bartoli. La tennisman qui ne connaît rien au foot mais qui pourtant interrogeait le président de la Fédération Française de Foot et il s'est lâché une nouvelle fois, il a dérapé, il a présenté ses excuses. Nous c'est pas une lettre d'excuse qu'on veut, c'est une lettre de démission, que cette fédération se dégage, que l'ensemble de ce personnel dégage et qu'ils arrêtent le champagne et qu'ils se mettent à travailler. Enfin bref, il est vraiment temps de changer tout du sol au plafond dans cette Fédération Française de Foot. Même la ministre s'en est mêlée et c'est quand même assez rare. On reviendra aussi sur l'affaire Welbeck avec un recteur qui subit une injonction du grand rabbin de France et donc il se couche. Est-ce que Welbeck c'est quoi ? C'est de l'islamophobie ? Bien que j'aime pas trop ce terme mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Ou alors est-ce que c'est de la liberté d'expression ? Consultation à 50 €. Est-ce qu'il faut laisser maintenir la consultation des médecins ? Est-ce qu'il faut l'augmenter ? On écoutera le témoignage d'un médecin tout à l'heure. Et puis Israël, la visite qui fait polémique. Un ministre évidemment qui a visité, vous allez voir, un endroit très particulier et il a provoqué une nouvelle fois, encore une fois, j'ai envie de dire. On en reparle dans quelques instants. C'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue mes amis. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Je vous donne également le numéro de téléphone du 01 40 33 9000, celui qui vous permet d'arriver jusque nous, de venir discuter, échanger, débattre, contredire nos débatteurs. N'hésitez pas à venir nous dire des fois qu'ils disent n'importe quoi. 01 40 33 9000. J'en profite également pour vous rappeler que vous le savez, depuis la rentrée de septembre, le deuxième mardi de chaque mois, c'est une émission 100% auditeur. Donc demain, c'est vous et moi. Il n'y aura rien, et que vous, et c'est vous qui ferez le programme, comme une fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois, donc c'est demain, le mardi 10 janvier. Rendez-vous demain entre 16h et 18h. Pas de chroniqueurs, on les a tous mis dehors. Demain, donc profitez-en et prenez la parole. Prenez le peuple à la parole et prend donc l'assaut l'émission le mardi 10 janvier, demain entre 16h et 18h. Allez, on commence avec des clins d'œil, les amis, sous forme de questions évidemment sur ce qui s'est passé un 9 janvier. Ça tombe bien, on est en 2015. Que se passe-t-il du côté de Saint-Martin-en-Gouel ? Il n'y a pas des gens qui se sont cachés là-bas ? Si, Des gens qui avaient tué des gens ? oui.
Il me semble qu'on est. Ah oui, c'est les Kouachi, les Les frères frères Kouachi. Kouachi, Ah, effectivement, exactement. qui ont Tu m'as été, donné, la piste. qui ont été neutralisés, tués donc par les gendarmes. Vous vous souvenez évidemment de cette image. Et au même moment, et quelques minutes avant d'ailleurs, l'assaut était quasi simultané du côté du magasin l'Hyper Cacher, où le Colibali avait été également neutralisé après sa prise d'otage dans ce magasin donc de Hyper Cacher. Je crois que c'est vers Porte de Vincennes. C'est bien ça, oui. C'est eux qui avaient laissé la carte d'identité dans la voiture, je sais pas quoi là. Oui, Oui, les c'est les frères frères Kouachi, Kouachi, ouais. absolument. Ouais. En 2005, qui est élu président de l'autorité palestinienne? Mahmoud Abbas. Oui, qui est toujours président Qui est d'ailleurs. toujours là, qui ne Illégitime. veut pas partir. Illégitime, il faut le dire. Absolument depuis 2010. Ouais, voilà, à peu près. Exactement. Il ne veut pas je, lâcher prise, lui. je cherche une société de Le- pétrole créée en 1976. Pétrole. Société de pétrole. C'est pas Pétroleum. Aramco, Non, c'est la. Comment ça Petronas. Gazprom. non, Non, pas du tout. Ça doit être celle des Émirats Arabes Unis. j'en Non. suis sûr. Non, même pas. BP, non non, Total. non, ISO. non. Non, je crois que ça va. C'est. Sonatrach. Mais Non, non, mais non. On essaye, on N'importe Mais quoi. Sonatrach, ça remonte. 76. C'est Ça Mazout. remonte à... Oui, C'est pas. Non, c'est pas Total. c'est français, hein. Non, c'est pas Total. C'est français. Français. Elf. Elf. Voilà. Bonne Ouais, réponse. Elf Aquitaine. je te jure, ouais. Bonne Ah, réponse. Qui veut C'est dire pas grave. essence lubrifiant de France. Oui, Voilà. on en Et qui a cherche. été absorbé par Total. Absolument. Oui, mais moi je cherchais le nom initial, évidemment. Oui. Bah oui. Quel ministre des Affaires étrangères français démissionne, attention, en 1932? Non, 32. Ah, ça fait moi les malins. Quel ministre des Affaires étrangères Oui. Gaston Defer. Non. En 30 ans. En français, tu veux dire Margaret Oui. Thatcher. J'ai dit. Léon Blum. Non, ministre des Affaires étrangères qui démissionne en Ah, 1932. c'est. Attends, je crois savoir Oui, qui voilà, exactement, Gamal. Attends, laisse-moi. Ouais, Oui. c'est ça. Oui, C'est, oui, c'est je lui. sais qu'il va trouver, C'est il ça, va je sais. c'est. Attends, une seconde. Gamal, oui, tu l'as sur le. Il était Voilà. il était au moment de Vichy après, je me Et trompe pas. ouais, malheureusement. C'est. Ça va On dirait que t'es en train de te faire tirer, toi, c'est relou. Ça va revenir. C'est. Et je sais que le patronyme finit par ville, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Si je me bas- Par si je ville, me- non, pas du tout. Pas Pas du tout. Ah, Hein. tu penses à Tocqueville. Non, c'est. Tu fais erreur. Parodie, Non. non C'est. Il y a pas mal de rues ou d'écoles qui portent son nom, hein, d'ailleurs. Hmm. On n'est pas dans le Oum à la fin. Non, pas Pas dans du tout, le c'est pas du tout. Non, non. On est plutôt dans le Yan. Comment t'as dit Ah. Le Yan à la fin de son nom. C'est marrant. Franchement, Je cherche Non, un pas. ministre des Affaires étrangères qui démissionne en Vian, 1932. Oui, Vian. oui, mais quoi, Vian? Boris. Non, pas Maurice Vian. Trop facile. Quelque Maurice. chose. Maurice. Tu vois, quelque chose de beau comme moi Christophe. au Christophe. quotidien. Ouais. Mais non, un truc qui brille. brillant. Oui, oui, oui. Ça va, Aristide Briand. Aristide Briand. Ah bon, les bêtes. Ah. Ah, j'étais long sur celui-là. Incroyable. Ah ouais, Oui, ouais, c'est bah vrai ouais. que... Bon, très bien. Allez, pour terminer, je cherche une chanteuse, auteure, compositrice belgo-canadienne qui est née en 1970. Lara Fabian, Lara peut-être Bravo. Bravo, bravo. Je crois qu'elle perd ses tympans, elle, quand elle chante. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amis peuple de France, amis peuple du monde, amis terriens, France Maghreb 2, le LGF, on vous aime évidemment. Bravo, en tout cas, allez à tous les quatre. Dans un instant, on va parler, messieurs, dames, de Israël. Une visite qui fait polémique. On en reparle dans un instant avec un extrait d'un reportage pour illustrer le sujet de TV5. Oui, TV5 Monde, c'est bien ça. Donc restez avec nous sur France Maghreb 2, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Qui est avec nous, avec Ali, avec Gamal Abina, avec Smaïn Tefour et vous, auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. Émission spéciale auditeur demain, vous le savez, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois. C'est vous qui ferez le programme demain. Voilà, je serai là à vous écouter. On va discuter ensemble, débattre sur les différents sujets. C'est pas ce qui manque évidemment en ce moment, en cette rentrée. Vous pourrez nous appeler et tout au long de l'émission de demain au 01 40 33 9000, c'est vous qui aurez la priorité. Parce que c'est vrai
On entend tous les jours nos débatteurs, nos chroniqueurs qui prennent beaucoup de place et puis les auditeurs, pas parfois, on les entend un peu moins. Allez, c'est parti, on va parler et attaquer notre premier débat. Israël, une visite qui fait polémique. Écoutez ce reportage illustré par TV5. L'image a fait réagir dans le monde entier. Ben Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité israélien, nationaliste juif ultra-orthodoxe, en visite sur l'esplanade des mosquées, le 3e plus haut lieu saint de l'islam. Dans un gouvernement dont je suis membre, il n'y aura pas de racisme ni de discrimination et les Juifs iront sur le mont du Temple. Nous clarifions cela pour le Hamas. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous inclinons pas. Légalement, les Juifs ont pourtant déjà le droit de se rendre sur l'esplanade des mosquées, qu'ils appellent le mont du Temple. Selon le statu quo, établi en 1967, comme tous les non-musulmans, ils n'ont en revanche pas le droit d'y prier. Une interdiction remise en cause par certains ultra-orthodoxes. Ces dernières années, de plus en plus de fidèles tentent de s'y recueillir. Le lieu est devenu une source de tension permanente. Pourtant, l'accès au mont du Temple ne fait pas l'unanimité au sein même des représentants juifs. Dans certains courants du judaïsme, il est interdit de s'y rendre. Le grand rabbin séfarade d'Israël l'a redit cette semaine après la visite de Ben Gvir. Le lieu est trop sacré pour être foulé par des juifs. Il y a cet homme, Ben Gvir. Il est entré dans le mont du Temple. Quel blasphème! Je vous l'aurais dit, vous devez vous éloigner de ces pratiques. Éloignez-vous de ces leaders-là. Comment peuvent-ils se le permettre? Entrer au mont du Temple comme ça? Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement composé de forces d'extrême droite et ultra-orthodoxes, de nombreux Israéliens sont inquiets. Hier soir, ils sont des milliers à avoir manifesté dans les rues de Tel Aviv. Je suis venu ici aujourd'hui avec des milliers de personnes. C'est la première fois et ça va durer longtemps. Parce que nous avons un problème ici en Israël. Parce que les extrémistes commencent à déployer leurs forces et ils ne représentent pas la majorité des gens. Alors est-ce que c'est vrai d'ailleurs que les extrémistes effectivement ont déployé leurs forces? Ça c'est oui, évidemment. Mais est-ce qu'ils représentent la majorité du peuple? C'est la question que se pose aujourd'hui. Si je ne m'abuse, des élections, enfin je veux dire, qui met Netanyahou au pouvoir, à part les Israéliens qui votent, c'est pas moi, hein, je veux dire, Spain. Oui, tout à fait, Christophe. Mais dès lors où il y a des contestations par rapport justement... Il y en a. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais elles sont minimes. Si l'on devait comparer donc à la majorité, il est vrai que la majorité on va dire de la population israélienne s'est radicalisée avec le temps depuis la deuxième intifada, c'est-à-dire en septembre 2000, quand donc Ariel Sharon, je rappelle à nos auditeurs, qui avait donc aussi foulé donc l'esplanade des mosquées. Ouais. Et puis c'est dans le sillage de cette, si vous voulez, de cette visite-là, il y a eu la deuxième intifada et on connaît très bien quel était le nombre, voilà, et l'issue, généralement. Ouais. Alors, la visite de ce ministre, comment l'interpeller, comment l'analyser, je veux dire, Gamal Abidin? C'est une provocation de plus, ça rappelle effectivement Sharon, comme à l'époque, ce que vient de dire notre ami Ismaïl. Donc simplement de dire quoi? De dire qu'on a un gouvernement qui est très très extrême droite. Comment on l'explique d'ailleurs qu'en Israël, quand même, je veux dire, on puisse avoir un gouvernement d'autant d'extrême droite? C'est parfaitement logique. Comment c'est imaginable? C'est logique, ils avaient un grand leader d'extrême droite qui s'appelait Sharon, s'en souvenir, qui a quand même fait massacrer à Sabra et Shatila. Il a participé au massacre de 2000 Palestiniens, que des civils. Alors il faut rappeler un petit peu l'histoire rapidement. Hein. Les 2000 Palestiniens ont été assassinés parce qu'il y avait une négociation pour faire partie des combattants du Fatah qui ont pris le bateau, donc ils sont partis à Tunis. Et une fois qu'ils ont laissé leur famille là-bas, ils ont été les assassinés. Donc c'est vous dire les héros. Et donc il y a un courant très radical, très extrémiste de droite qui s'est installé là-bas. Alors il y a un mélange à la fois assez malsain de religieux, on sait que la religion en général c'est plutôt à droite, et d'extrême droite. Et ce mélange malsain avec des illuminés qui sont complètement... 19 ministres, je crois, ultra-orthodoxes. Oui, alors, donc, non, 9. On appelle ça... Alors ultra-orthodoxe, c'est cadeau, c'est encore une fois une terminaison. 19 religieux, je veux dire. Non, ultra-orthodoxe, c'est un mot cadeau, une terminaison pour essayer de leur donner un côté moins violent. Ça s'appelle les extrémistes religieux. Extrémistes. Ouais, tout à fait d'accord. Parce que orthodoxe, c'est gentil. Orthodoxe, c'est pas méchant. Mais extrémiste, c'est méchant. Donc c'est raciste, parce qu'ils ont une dimension raciste. Il faut bien comprendre que dans leur point de vue, il y a un peuple élu, le reste, c'est des sous-hommes. Gamal, excuse-moi de t'interrompre, il y a la nature aussi de l'État. Parce qu'il y a eu une loi qui a été votée pour faire une exclusivité, un État donc juif. Non, c'est pas. Voilà. Non, c'est pas. C'est plus compliqué que ça. Ils veulent que ce soit reconnu comme un État juif.
Mais c'est pas un État juif, c'est pas un État théocratique, même s'ils veulent mettre ces dimensions religieuses. C'est pas, faut pas oublier que la judaïté n'est pas une race. Hein. Absolument, c'est pas une ethnie. Il y a des juifs arabes qui sont d'ailleurs pas bien traités, et les juifs européens qui ont un peu le pouvoir. Et donc on se rend bien compte, effectivement, la plupart viennent d'ailleurs d'Europe centrale, particulièrement d'Ukraine d'ailleurs. Les Ashkénazes. Ukraine, Lituanie, voilà les Ashkénazes. Donc c'est Pologne. De Pologne, évidemment, surtout Ukraine et Lituanie, c'est plus important. Ukraine, Pologne et Lituanie, Russie aussi. C'est le gros morceau. Et donc, ces personnes pensent, dans un délire un peu presque illuminé, qu'ils ont un devoir de tenir cette terre sainte, qu'ils considèrent comme étant la leur, pour pouvoir recevoir la fin du monde, en gros, c'est l'antéchrist. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont arrivés au pouvoir parce qu'évidemment, il y a une radicalisation de la société, les guerres ont concurré à ça, les attentats ont concurré à ça, la perte de la gauche, qui est complètement absente maintenant, a concouru à ça. Et aujourd'hui, on a effectivement un gouvernement d'extrême droite allié à des ultra-orthodoxes, comme on les appelle, donc des extrémistes religieux, et allié à des courants racistes qui viennent de Russie. Alors il faut rappeler une chose, le million de Russes qui a été envoyé à l'époque par Eltsine en Palestine occupée, ce million de Russes, pour la plupart, n'est pas juif. C'était une bonne planque pour pouvoir partir de Russie. À l'époque, la Russie était quasiment à plat économiquement. C'est un pays très dangereux. Donc beaucoup de faux juifs sont arrivés là-bas. Et c'est les plus racistes. Il faut savoir qu'ils ont une dimension extrêmement raciale, ils sont extrêmement violents et ils vont en finir avec les Arabes. Mais quand ils lisent les Arabes, ils ne font pas de distinction entre l'arabe chrétien, l'arabe musulman et l'arabe juif, qui est leur dernière cible. Donc les Arabes israéliens dont on parle, ils existent, mais il y a aussi les Arabes juifs. Et donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, tous ces éléments comme ça agrégés font qu'il y a une posture radicale et extrême dans ce gouvernement. Ali, sur cette visite qui fait polémique et surtout aussi sur la présence de l'extrémisme au sein de ce gouvernement, je crois que de toute l'histoire... depuis la création d'Israël, c'est peut-être une des premières fois où on a autant un virage à l'extrême droite. Il y a des raisons puissantes, effectivement, internes au pays. Et puis le Moyen-Orient est en train de se redessiner actuellement. Hein. On voit ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, tous ces pays-là, il y a une vraie révolution qui en. Donc eux, quelque part, ils ont un peu peur, hein, parce qu'ils se disent que si demain matin, tous ces pays arrivent à se réconcilier, avoir une vraie politique commune, c'est logique. Hein. Donc demain matin, le Qatar, ça s'est rabiboché avec l'Arabie Saoudite, MBS a des grands projets au niveau du Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours, non, au-delà même du projet NOM, le discours d'MBS qui avait pris l'engagement à ce que la région, à savoir l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, Oman, ainsi que la Jordanie, d'ici 2030, soit la première région économique dans le monde, deuxième région économique. C'est un objectif. Non, mais c'est un objectif, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il va mettre les moyens. Donc forcément, ça peut expliquer qu'en interne, on a peur, donc on se radicalise. Maintenant, concernant la visite, tu as dit la particule ultra avant. Alors orthodoxe, effectivement, c'est un mot gentil, mais quand on est ultra-orthodoxe, quelle que soit la confession, on sait que nous, chez les musulmans, on va appeler ça des extrémistes. Hein, voilà. Chez eux, c'est les ultra-orthos. Où eux, quelque part, sont prêts à tout pour leur projet messianique, comme l'a dit Gamel, à savoir, effectivement, l'antéchrist qui va arriver. Donc, il faut, effectivement, le grand Israël. Donc, quelque part, ces gens-là, ultra-orthodoxes, qui, pour la plupart, ne travaillent pas, il faut savoir, ils ne travaillent pas. Hein. Ils vivent grâce aux aides, aux contributions des... En parlant d'aide, Ali, pas plus loin qu'hier, le gouvernement israélien a pris une série de mesures, dont la confiscation des revenus fiscaux des Palestiniens, 39 millions d'euros. Dollars. Qui comptent reverser aux personnes supposées être victimes de terrorisme. Voilà. Donc tu vois, tu précises bien les choses. Donc la notion d'ultra. On sait que des pays comme ça, par définition, n'auront une existence qu'à partir du moment où il y a un ennemi. Donc il faut un ennemi. Donc il faut inventer un ennemi. Un peu comme les Américains. Comme les Américains, sur cette politique d'ennemi. Si on n'a pas d'ennemi, on n'existe pas. Parce que tout le monde sait pertinemment que la paix en Israël, c'est la mort d'Israël. Tout le monde le dit, on le dit depuis longtemps. Hein, parce qu'ils vont commencer la gauche israélienne, c'est Rabin, par exemple. La gauche israélienne... Rabin, c'est pas la gauche. C'était un faucon, c'est pas lui qui en prend. Dans le contexte de... C'était un courant qui était quand même un peu plus... Ah oui, tout à fait. Oui, non, il s'est assagi avec le temps. Non, il s'est pas assagi. Pardon, il avait compris le conflit. Non, il n'a pas compris. Excuse-moi, tu me laisses finir. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, tu as le droit de ne pas être d'accord. Vas-y. Non, il a le droit de ne pas être d'accord. Mais ceci dit, il y a des faits historiques. Justement, à l'issue de la guerre des 6 jours, il est vrai que Rabin... On faisait partie, d'ailleurs c'était le grand vainqueur, lui avec Ariel Sharon, qui ont été les grands vainqueurs, ce qu'on appelle de l'occupation de Jérusalem-Est. Et depuis ce jour-là, après, ils ont
essayé, on va dire, d'étouffer l'oiseau dans l'œuf. Ils n'ont pas essayé. Il y a eu encore la première intifada. Et à la suite de cette intifada, il avait compris que la résilience des Palestiniens, elle était donc rude à toute épreuve et qu'il fallait donc négocier, comme De Gaulle, par exemple, avec les Algériens. Non, il n'y a pas de problème. J'ai fini mon propos. Et donc, voilà, j'ai perdu le fil de la discussion. Non, il fallait négocier. Vas-y. Il fallait négocier, continue. Donc, pardon ? Tu dis, il fallait négocier, continue ton propos. Oui, tout à fait, c'est bon. Ok, d'accord. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il faut savoir qui est Rabin, parce qu'il a été tué par un extrémiste. C'est un faux con, Yigal Amir, c'est l'homme qui avait donné, il faut se rappeler quand même, d'abord c'est pas un homme de gauche, c'est l'homme qui avait donné les ordres à ses soldats de casser les os des Palestiniens avec des pierres, d'accord. Donc il est loin d'être un homme modéré, mais ce qui se passe c'est que la guerre du Golfe, non, il n'a pas évolué. Non, pas du tout. Il n'a pas du tout. C'est une prise de conscience. Il n'a pas du tout, pas du tout. Il n'a pas voulu la paix. En 91, je te rappelle qu'il a été tué par un radical. Mais c'est pas le problème. Il faut revenir à la Genève sur instigation indirecte et implicite de l'actuel Premier ministre. Attends, j'ai fini mon propos. En 91, l'Irak est mis à sac par les Américains. James Baker et son gouvernement, donc de Bush père, disent à Israël, vous devez faire la paix avec les Palestiniens, et les obligent à faire la paix. Alors ça commence d'abord par le petit Shamir qui refuse. Après, il est obligé de se plier. Et ensuite, avec des négociations difficiles, ils finissent par se dire, les Américains, vous nous coupez notre argent. Ouais. Et ils plient sous la pression américaine. En aucun cas, cet homme n'était un modéré, ni un type qui a compris. Il a été obligé de serrer la main à Yasser Arafat, on s'en souvient. C'était pas une main qu'il a hésitation. Non, il n'a pas hésité. On l'a obligé. Non, pardon. Attends, je parle de la poignée de main. Il l'a obligé à serrer la main. Il y avait une hésitation. Non, il l'a obligé. On se souvient que c'était quand il s'appelle. Ta perception des choses. Non, mais après, il y a des faits qui sont là, qui sont filmés. Les faits sont filmés. Voilà. C'est quand il s'appelle. J'invite nos auditeurs à revenir sur ces séquences-là. Ils verront qu'il y a une hésitation avant de donner la main. Je peux finir, s'il te plaît. Donc, c'est donc Bill Clinton. Non, mais j'ai dit, l'hésitation n'existe pas. C'est Bill Clinton qui lui oblige qui prend sa main pour qu'il lui serre la main. Il lui a pas pris la main. Quasiment. Rappelle-toi. Quoi qu'il en soit. Hicham. Ouais. Merci. Attendez, je vois que c'est vraiment animé. Ça faisait longtemps que j'avais pas. Ça t'avait manqué, hein. Exactement. Non, écoute, moi pour ma part, moi juste pour ma part, je serais juste sur les faits et rien que les faits. Pour moi, donc factuel, un peu comme tu disais, on entretient quelque chose. Je pense que tu sais, il y a toujours un agenda politique. Il y a par moments, il faut mettre un peu d'huile sur le feu. Et encore une fois, on sait que ça fait réagir et c'est peut-être aussi une manière de remobiliser les troupes. Et effectivement, je trouve que effectivement, en temps de paix, les gens retrouvent la raison et il se peut que justement ça desserve à ceux qui ont les rênes entre les mains, tu vois. Donc je pense que c'est pas anodin, donc une petite visite histoire de dire. Par contre, juste c'est peut-être une nouveauté quand même dans ce qui s'est passé là, c'est que pour la première fois il y a 2 rabbins qui s'expriment en disant allez sur le mont du Temple, ça ne se fait pas. Ce qui est nouveau, parce qu'avant, c'est blasphématoire. Avant, t'as vu, il a utilisé l'adjectif blasphème. Attends, Christophe, c'est bien. Il y a une petite précision à apporter là-dessus. Ah bon, laquelle ? Voilà, justement, le grand rabbin d'Israël, il n'a pas fait parce qu'il adhère à la cause palestinienne. Il faut le reconnaître. Parce que dans la doctrine juive, on attend ce qu'on appelle le prophète, le Messie qui va arriver. Eux aussi, ils ont leur Messie. Il s'appelle Gamal, je crois. Dieu m'en prie. Bon, donc ils attendent leur Messie, et dès lors où il y aura ce Messie, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller se recueillir. Messie, ou Messie Non, le Messie. Chameau. Le chameau là-bas. Voilà. Bon, donc, spécial dédicace. Christophe, pour revenir aux choses sérieuses. Donc, s'il y aura l'avènement de ce Messie, automatiquement, il y aura ce qu'on appelle un recueillement sur le mont du Temple. Et c'est la raison pour laquelle il est formellement interdit à tout juif, à tout bon juif, de s'y rendre au prétexte de blasphémie. Oui, blasphématoire. Voilà. Waïd est avec nous au standard. Bonjour Waïd. Il était avec nous. Bon, salut Waïd. Il m'appelait pour me dire dis-leur de se calmer, on comprend rien. Bon, oui. Faut qu'on fasse super attention. Faut que soit discipliné. Sinon, moi j'ai ça là. Moi également, on est emporté par la passion. Voilà. Bon, dans un instant, on va parler des médecins. Faut-il ou pas augmenter la consultation ? C'est ce que demandent les médecins, évidemment. En France, on écoutera le témoignage d'un médecin. Mais pour terminer, on souhaite quand même que ce conflit qui dure depuis des décades et des décades, au bout d'un moment, quand même, ça on arrive à... Voilà, que ça s'arrête comment ? Tu veux comment ça s'arrête ? Je pense que la diplomatie, il n'y a que la diplomatie. La guerre, ça ne marche pas. Les armes, ça ne marche pas. On voit que finalement, ils sont destinés, ils sont condamnés
à se mettre autour d'une table et prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La question est, est-ce qu'une terre sans peuple est destinée à accueillir un peuple sans terre? C'est quoi ces questions-là? C'est la propagande. C'est la propagande sioniste à la base. Tu connais quand même, gamin, parce qu'il fallait bien trouver donc une raison valable pour faire venir dans le bateau Exodus. C'est pour faire parler ce main. Wade, on l'a retrouvé. Salut Wade. Wade. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wade, bonjour à toi. Alors déjà, merci à vous, merci à tous les participants. C'est très très intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu animé, donc du coup on a un peu du mal à suivre. J'ai qu'une seule question. Pourquoi est-ce que dans les médias, de manière générale, on revient pas, on a parlé beaucoup de genèse de l'État d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on revient pas à chaque fois à la genèse de l'État d'Israël et du concept d'État-nation qui a vu le jour au début du XXe siècle, et qu'avec ce concept d'État-nation, et uniquement ce concept d'État-nation qui est un concept purement occidental en plus, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui d'un État colonial pour l'État d'Israël? Simple question. Ah bah si, on parle d'un État colonial sans problème ici. Je pense qu'il y a consensus là-dessus, mon cher. Oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, ici, vous ne nous entendrez pas du moins nous exprimer autrement. Des territoires occupés. Ah bah oui, on parle de territoires occupés sans aucun problème. Quand on parle du territoire occupé, est-ce qu'on parle de tout le territoire israélien ou de la Cisjordanie? Alors, pardon, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Tout le territoire ou toute la Cisjordanie? Est-ce qu'on peut s'arrêter à 1967 peut-être? Généralement, l'ONU retient justement le partage de 67. Voilà, donc c'est-à-dire Jérusalem-Est pour l'autorité palestinienne et Ouest pour l'État d'Israël. On y fait souvent référence justement quand on essaie de faire des escalades. On dit revenir justement à ça. Donc non, je pense que tout est pris en compte. Avant et 67, ça te paraît convenable, Gamal Abidin? Pas du tout. Ah bon. Allez. Absolument pas. Et une pièce dans le. Non, mais il faut être un peu sérieux. Non, mais je le dis directement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à Laïla Shahid dans une conférence avec l'ONU, précisément par rapport à ces questions-là. Au nom de quoi on va accepter ce qu'on appelle les frontières de défaite arabes? Ils ont volé des terres par la force. Et on dit, on accepte ça. Non. La loi, s'il y avait une loi qui n'a même pas été votée par les Arabes parce qu'on était colonisés, je le rappelle à l'époque, c'était 47-48. En 47, l'ONU fait un plan de partage de 2 États à part égale. 67, on perd Jérusalem, on perd les 3/4 du territoire et on va accepter les frontières de la défaite. Non. La seule frontière qu'on peut reconnaître, si on doit reconnaître une frontière, c'est la frontière du droit de 47, un point final. T'es favorable à 2 États? Pardon, 2 États côte à côte? Mon point de vue, je pense qu'il y ait un seul État multinational qui s'appelle l'État palestinien, avec tout le monde à part égale, bien traité. Toi, plus d'Israël? Un seul État palestinien. Donc toi, plus d'Israël? La Palestine a toujours existé. Oui, non mais d'accord, mais Israël. Mais Israël, c'est l'invention. La Palestine a toujours existé. Il y a des Juifs palestiniens qui ont toujours vécu là-bas. Ils ont vocation à rester chez eux. Ils sont chez eux. Et je vais même encore plus loin. La Palestine historique. La Palestine biblique même. Ouais. Je vais dire un truc simplement. Les Juifs ont vocation à rester dans tous les pays où ils ont été chassés parce qu'ils sont chez eux. Oui. Christophe, si tu permets, il y a la résolution 194, justement, du 11 décembre 48, qui prévoit justement le retour des réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont été, donc, par la force, expulsés de leur terre, en l'occurrence les Palestiniens, et à ce jour, ils ne sont toujours pas retournés. Donc, la résolution de 194 n'est toujours pas exécutée. Je vois mal comment on pourrait parler de 2 États, sachant pertinemment que les Israéliens, ils ont une doctrine. D'ailleurs, les accords d'Oslo sont derrière eux. Et la doctrine consiste justement à bâtir un État juif, comme je le disais tout à l'heure. Gamal n'était pas d'accord avec moi, mais c'est justement pour bâtir cet État juif que les Palestiniens ne veulent plus entendre parler de 2 États. D'ailleurs, Ben-Gvir, il a une feuille de route, c'est carrément expulser les Arabes de l'intérieur vers les autres pays. Non, mais attends, lui, il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est ça le problème. Merci Wahid, merci beaucoup à toi. Dans un instant, faut-il ou pas augmenter la consultation pour les médecins? On en parle dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. Le LGF, le Grand Forum, mes amis, en ce lundi 9 janvier. Merci d'être avec nous. Comment il va, mon Ali? Ça va? Très bien. Bon, Gamal Abina, en pleine forme. Toujours. Smaïd Tefour, évidemment. Il est là. Hicham Terak aussi. À ne pas louper tout à l'heure, on va vous présenter No. C'est une nouvelle artiste qu'on a découvert. C'est oublié ce main. Non, j'ai pas oublié Smaïn, j'ai dit Smaïn Tefour. Moi je connais pas Smaïn, je connais pas. C'est mon pote Smaïn. Et donc vous la découvrirez tout à l'heure. Et elle rappe l'actu, vous allez voir, avec beaucoup de talent. On l'écoutera tout à l'heure à 17h30. No rap l'actu. À suivre aussi le Zap et Mat.
Ça, c'est un nouveau rendez-vous dans le LGF. Pour l'heure, faut-il ou pas augmenter la consultation des médecins? Vous savez que c'est la grande question que se pose et que demandent donc les médecins avec cette grève des médecins généralistes, des médecins donc qui se mettent en grève et ferment leur cabinet. Ils ont décidé d'ailleurs de la prolonger, cette grève. Faut-il ou pas augmenter les consultations? Écoutez le témoignage de ce médecin qui avait lui décidé de partir de France parce qu'il ne se retrouve pas aujourd'hui avec des consultations à 25 €. Il s'en est expliqué chez nos confrères de RMC dans l'émission Les Grandes Gueules. De quitter le pays. Oui, alors tout à fait. Moi, j'aimerais d'abord commencer par vous poser une question toute simple. Expliquez-moi pourquoi ma consultation, mes études auraient moins de valeur que celle d'un Anglais, d'un Allemand, d'un Suisse, d'un Canadien. Moi, j'ai sous les yeux la comparaison du prix des consultations. Nous sommes à 25 €, c'est au niveau de la Thaïlande et du Maroc. Pourquoi mes 10 ans d'études auraient moins de valeur? Est-ce qu'il y a d'autres aides? Est-ce que vous bénéficiez d'autres aides? Alors moi, je suis pas installé, je suis un médecin remplaçant, je refuse d'installer. Mais oui, quand on est installé, on a des rémunérations sur objectif, on en parle souvent dans les médias. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande 50 € en consultation. En contrepartie, nous souhaitons la suppression de ces rémunérations sur objectif qui sont totalement absurdes, qui n'ont aucun sens. D'accord? Par exemple, je sais pas, moi, il faut avoir tant de patients sous statine, ce sont des médicaments pour le cholestérol. Et si on atteint un pourcentage de patients au bout de l'année, on va avoir 200, 300 € de prime à l'année. C'est totalement absurde, c'est de l'administratif qui nous pourrit la vie, qui nous bouffe du temps médical de manière incroyable, et nous demandons la suppression de ces rémunérations. Voilà, alors c'est le médecin évidemment qui décide de quitter bien sûr la France parce qu'il ne se retrouve pas ici, voilà, parce qu'il dit qu'on doit enchaîner entre 45 et 50 patients par jour pour s'en sortir. On n'a que 10 minutes à consacrer par exemple aux patients si on veut s'en sortir, alors qu'au Canada par exemple c'est une demi-heure, vous le savez ça ou pas? Eh bien voilà, franchement, est-ce que pour avoir fait 10 ans d'études, c'est à peu près ce que cela correspond pour un médecin, 25 € prix d'une consultation, sincèrement c'est vraiment sous-payé pour le coup par rapport aux autres pays européens par exemple. On est en dessous. Moi je compare pas aux autres pays, moi. Bah si, il faut comparer. Le niveau de vie n'est pas le même, Christophe. Il faut pas, tout à l'heure j'ai retenu. Écoute, tu gagnes plus d'argent en changeant un joint par un plombier véreux à 150 €. Il est véreux. Prenez un bricoleur qui va te soigner. Christophe, moi je suis bricoleur, je bricole tout seul à la fin. Totalement faux. Les médecins font défiler les malades, des patients, par dizaines. Ils font des consultations à 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Parce que ça veut dire qu'ils non, ça veut dire qu'ils gagnent. Ils sont remboursés par la Sécu. Ils sont toujours 100% payés, contrairement à ton plombier. Ensuite, ils ont pas 25 €, c'est pas ce qu'il leur reste dans la poche, Gamal, faut pas dire n'importe quoi. Après, t'as des médecins on te parle brut et net. Le médecin, il gagne en moyenne. Attends, mais on va donner les vrais chiffres. Le médecin gagne en moyenne, quand il a son cabinet, entre 10 et 20 000 € par mois. Donc on va pas pleurer. T'es malade, ça va pas. Tu connais pas les prix. Tu connais pas. Ah bon? Jamais de la vie. Je te fais le calcul. À 4 patients par heure, ça lui fait 100 balles. Le cercle d'amis, il est composé essentiellement de médecins. Oui. Et je peux te dire que le train de vie de ces médecins, il dépasse le tien et le mien. D'accord, mais ils travaillent combien d'heures par semaine? Ouais, mais bon, écoute. T'es sérieux? Attends, le week-end, ils bossent pas, ces mecs. Ils travaillent le matin aussi? D'accord. Ils bossent. Non, mais quand ils sont libérales. Ouais. Alors, on peut. Alors. Oui. Ali, le calme. Nous, on arrive surchauffés. Alors déjà, il y a une chose à savoir, c'est que en France, on a la caractéristique par rapport à tous les autres pays européens, le fameux numerus clausus. Il n'existe plus, je crois. On l'a supprimé. C'est important de comprendre la genèse des choses. Le numerus clausus, à l'époque, il a été voulu par qui? Aussi par les médecins pour se protéger. Exactement. D'accord. Maintenant, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était une erreur. D'accord. La première chose. La deuxième chose, c'est que la caractéristique en France, lorsqu'on demande des choses, on n'est pas clair. On dit, alors regardez, j'ai un exemple très simple. On vous parle d'administratif. On dit, j'ai pas le temps, je suis administratif. Mais qu'est-ce qui fait que parce que je vais augmenter ta consultation à 50 €, l'administratif sera plus mielleux? Non, c'est complètement stupide et idiot. On est d'accord. Troisièmement, on te dit les revenus. Il faut des choses claires, des chiffres clairs. Arrêtez de dire, moi j'ai vu certains médecins à la télévision, sincèrement, c'est pas clair leurs propos. Alors 25 €, il me reste à la fin 10 €, 12 €. Non, dis voilà, écoutez, effectivement, en France aujourd'hui, moi, il n'y a aucun médecin qui va donner ce revenu par mois. Hein. J'ai vu aucun. Il faut être clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on voit que l'administratif, ça n'a pas marché, parce qu'on dit, on fait beaucoup d'administratifs. On se compare avec d'autres pays. Le système de santé d'autres pays est totalement différent. Nous, on est en France, on est un pays ultra médicalisé. La caractéristique des Allemands ne vont pas très souvent chez le médecin.
En Angleterre, c'est la même chose aussi. Les gens ne sont pas très médecins. Nous, en France, c'est vrai, on a cette culture pour un oui ou pour un non. D'accord. Maintenant, c'est quoi? Parce qu'on va donner 50 € du jour au lendemain, l'administratif tout sera plus facile. Alors, des gens, ils vous disent, ils travaillent 60-70 heures par semaine. Ben, ok, tu travailles 60-70 heures par semaine. Est-ce que parce que je vais valoriser ta consultation, le travail sera plus simple? Donc c'est une hérésie, ça. Maintenant qu'ils veuillent, est-ce qu'il est logique de dire, ben, l'inflation... Absolument, l'inflation, qu'on puisse augmenter. Il y a même des médecins, ils ont dit, oui, si on augmente la consultation, on va pouvoir embaucher du personnel. Ils vont faire le même coup que les restaurateurs. Baisser la TVA, et on va baisser les prix. Non, mais je vous trouve pas suffisamment dur parce que je suis quand même médecin, c'est quasiment 10 ans d'études. Je termine pas. Tu me parles. Attends, Christophe, vas-y, je ne suis pas contre l'augmentation, mais passer du simple au double, c'est sincèrement, on se demande si ces gens-là ont fait des études. Non, mais tu sais très bien qu'ils n'auront pas 50 €, mais s'ils obtiennent 35-40 €, déjà ils ont gagné. Mais même à la limite, tu as un système sécurité sociale à mettre en place, tu as un déficit à mettre en place, on peut demander des primes. Ça me paraît pas beaucoup, 25 € pour un mec qui a fait 10 ans d'études, pardon. Mais un train coiffeur, c'est vrai qu'en train coiffeur. Bah oui. Après, bon, je suis méchant, mais voilà, sur une matinée ou sur une journée, tu fais combien de patients? Quand par exemple, t'as déjà été toi de consacrer. Ils disaient, les médecins, ils expliquent qu'ils ont pas. Est-ce qu'il y a des médecins au SMIC? Est-ce qu'il y a des médecins au SMIC? Bah ouais. Est-ce qu'il y a un médecin au SMIC? Il y a un niveau de vie à entretenir peut-être. Ça, c'est pardon, mais ça c'est populiste. Non, c'est réaliste. J'ai les tarifs. Laisse-moi dire un truc simplement. D'abord, des gens qui font 10 ans d'études, il n'y a pas que les médecins. On va se calmer direct. D'accord, bien sûr. Non, on va se calmer. Et qui sont moins bien payés que les médecins, il y en a un paquet. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans lesquels on fait 10 ans d'études, sociologie et autres, qui sont mal payés. Je ne vais même pas revenir sur le détail. Les médecins en moyenne en France sont payés entre 6 000 et 10 000 € minimum par mois. C'est pas 10 000 à 20 000 €, Gamal. Non, je viens de dire 6 000 à 10 000 € minimum par mois. Il n'a pas tort. Ensuite, les spécialistes sont payés 2 fois plus cher. Vous vous rendez pas compte. Et ensuite, ils ont une garantie, eux, ce que personne n'a dans le métier. Moi, je suis indépendant. Ils ont une garantie à 100% d'être payés par l'État s'il y a une défaillance. Donc, je suis désolé, c'est pas les plus à plaindre. Dans les corps de métier, ils sont pas assez nombreux, effectivement. La problématique, c'est pas le salaire. La problématique, c'est qu'il y a trop de patients et pas assez de médecins. Oui, voilà. Donc, oui, mais ça ne les plaint pas. C'est pas en termes de coût. Moi, je pense qu'ils ne devraient pas la ramener sur la rémunération. Il faut quand même faut pas délirer. Si on double le prix, ils sont obligés de prendre entre 45 et 50 clients par jour. Ça parce qu'il y a trop de monde, c'est tout. Mais Christophe, où est le lien entre le prix de la consultation et ce que tu en dirais? Ça revient à ce que j'ai dit en préambule, à savoir le numerus clausus. Pour s'en sortir, c'est-à-dire que par contre, moi je suis. Non, il y a des médecins qui n'ont même pas le moyen de prendre une secrétaire. Non, mais par contre, non, mais c'est vrai. Parce que t'as besoin de ça, Christophe. Aujourd'hui, attends, c'est Doctolib. Tu as un truc là sur Internet quand tu veux prendre rendez-vous. Il y a un truc très important. Tu vas sur Internet t'inscrire, prendre rendez-vous. Ou à quel moment t'as besoin d'une secrétaire? J'invite mon médecin parce que moi, franchement, je suis malade, elle me reçoit le dimanche à midi. Mais il est très rare, mais c'est numéro clausus. Arrêtez de caricaturer les médecins, sans déconner. Non, pas du tout. Les déserts médicaux. Ceci dit, les déserts médicaux. Franchement, ils sont là. Mais on n'a pas. Ils s'inquiètent pour notre médecine qui est vraiment en train de partir en sucette. Ils s'inquiètent pas, ils demandent de la thune, ça s'appelle ça l'inquiétude. Ils demandent de la thune, Christophe. Je m'inquiète, les mecs. Ça va pas bien ma boulangerie, je fais 2 € la baguette, ça vous va? Bonjour. Bonjour tout le monde. Un président Gamal, calme-toi. Les mecs gagnent pas 20 000 € quand même. Ouais, t'as vu, il s'est emballé, Gamal, hein, t'as vu? Franchement, non, mais c'est sérieux, cette histoire, elle est très 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 sérieuse. Il faut la prendre au sérieux. Parce que il y a un but derrière. C'est un métier qui n'est plus attractif. Moi, j'ai mon médecin que je salue énormément s'il m'entend. Monsieur Bizet, il se tape plus de 40 à 50 patients par jour. Le mec ne peut pas refuser tellement que la population est vieillissante. Il y a des gamins, il n'y a pas de médecins. Je viens à peine de causer avec... Mais c'est le numéro c'est pas le même problème, la problématique c'est qu'il y a pas de médecin. T'as même pas de médecin. Les mecs, ils ont du cœur. Ils se mouillent pour nous. Et moi, je sais que 50 €, c'est trop demandé, c'est sûr. Mais dans ce pays, pour négocier, il faut... c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc toi, tu n'es pas contre l'augmentation d'une consultation. Mais est-ce que ça va résoudre le problème du monde? C'est que dalle, 25 €, bien sûr. Merci, sur un détail essentiel. 40 patients par jour, ça fait... Je vais dire lequel, Christophe? Espagne. Parce qu'il y a 2 secteurs ici en France. Il y a le secteur 1 et le secteur 2. Le secteur 1 suppose que c'est un tarif de base qui est fixé par la sécurité sociale. Et tu as le secteur 2 qui est carrément en concurrence libre. Open bar. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Alors qu'il
qu'ils n'ont qu'à s'installer dans ce qu'on appelle le secteur 2 pour se faire de l'argent. Mais ceci dit, je ne m'oppose pas à ce qu'il y ait augmentation. Ah oui, il faut être clair. Non, je ne peux pas m'opposer. C'est leur droit le plus absolu. Non, ils n'ont pas le droit. Comment ça, ils n'ont pas le droit? Ils ont déjà été augmentés pour rappel. Et attends, juste un exemple qui a été donné à l'instant, Christophe, histoire de clarifier la situation. Il a dit, il a raison, c'est vrai qu'ils ont entre 40 et 50 patients par jour. Je traduis. Entre 1000 et 1250 € par jour. Je vous laisse calculer la suite. Les charges, gamin. Les charges, frère. 1000 € par jour, tes charges, ça va. C'est 40%, tu les payes avec Christophe, moi je termine parce que moi je suis pour qu'effectivement on puisse valoriser le prix de la consultation. Ça, c'est l'État qui va décider avec le problème de la sécurité sociale. Maintenant, les arguments, je trouve, mis en avant, l'administratif, ça, sincèrement, pour moi, c'est pas entendable. Quand on te dit, regarde, quand on te dit qu'un médecin, le pauvre, il fait 40 consultations par jour, c'est pas de sa faute, c'est la faute de quoi? On revient au numerus clausus. Donc, ce qu'il faudrait faire, effectivement, c'est on a cassé ce numerus clausus, tant mieux, et puis cette répartition de médecins sur l'ensemble du territoire français, avec effectivement des populations vieillissantes dans les villages, inciter peut-être des médecins à s'installer dans des villes, avec effectivement peut-être des systèmes de primes pour qu'ils viennent effectivement pour les motiver à venir. Mais maintenant, dire que par exemple, tu vas augmenter un mec qui est à Paris 15e, Paris 16e, le prix de la consultation à 50 €, par rapport secteur 2, secteur 1, ou peu importe, par rapport à un médecin, moi je ne suis pas contre. Et moi, je veux dire, un coiffeur gagne peut-être... Mi-temps, je te dis. Pardon. Dans un instant, on se retrouve, on écoutera Fata aussi, et à suivre le Zapomat dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France. Le LGF, merci d'être avec nous et en direct avec Gamal Abina, avec Smaïn Tefour, avec Ali, avec Hicham Terak et avec au téléphone Fatah qui nous appelle pour parler évidemment et pour terminer ce sujet, ce deuxième débat sur faut-il ou pas augmenter la consultation des médecins. La plupart de ce plateau, ils sont pas franchement favorables. Vous êtes anti-médecin, vous êtes... non, on n'est pas anti-médecin, Christophe, on n'a pas dit ça, loin de nous cette idée. Non, Fatah, bonjour. Christophe, voyons. Anti-médicaments. On t'écoute, Fatah. Oui, salam alaikum tout le monde. Bonjour à toi. Moi, je suis pour que ça augmente, mais à certaines conditions. Déjà, je voulais juste parler du médecin là qui a parlé dans les grandes gueules. Je trouve que c'est un peu fort de café son discours parce qu'il ne faut pas qu'il oublie que ces 10 ans d'études, ils sont financés en partie par nos impôts. Sauf erreur de ma part, les facultés de médecine, elles ne sont pas payantes en France. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faudrait le faire par système de palier, réfléchir. On a des problématiques d'avoir des médecins en province ou même dans des villes de banlieue. Moi, j'habite Provins, c'est 77, fond du 77, c'est très difficile. Il y a des départs en retraite, sont souvent pas remplacés. Absolument. Pourquoi pas le faire par système de palier, c'est-à-dire que là où il y a des déserts médicaux, d'augmenter le prix de la consultation. Là, ça aurait du sens. Parce que tous les jeunes, il y a un problème lié au numéro clausus où effectivement, il n'y a pas assez de médecins qui sortent, d'accord, diplômés. Ça, c'est un problème. Il y en a un autre aussi, c'est qu'ils veulent tous aller dans les villes, dans les grosses villes, pour profiter peut-être de leur train de vie, et ça les regarde, ils ont le droit. Cela dit, ils travaillent avec de l'argent public. Cet argent public, ils peuvent pas faire ce qu'ils peuvent faire. Enfin, ils n'ont pas le monopole comment dirais-je de cet argent public. C'est-à-dire qu'il y a vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à trouver mes mots parce que ça me... Merci mon Fatah, on a bien compris en tout cas tes propos et je dois dire que ça satisfait un peu Ali. Ah ouais, énormément. Ouais, il est content, Ali. Il est content. Je suis content, voilà. Voilà. Augmente, mais bon, voilà. Bon, alors, répond au problème parce oui que ou sinon, non, faut augmenter la consultation ou pas? Ali, t'es favorable, oui ou non? Oui, tu peux l'augmenter. Combien Je sais pas, moi, mais par exemple, on peut passer par exemple à 30 €, peut-être, je sais pas. 30 €, 5 € de plus. Avec l'inflation et attends, 30 €, moi qui suis un peu matheux, ça fait 20% quand même. Pas mal. 20%, c'est pas mal quand même. Hicham, on augmente les médecins ou pas? Moi, je suis pas trop favorable. Non, mais même, parce que n'oublie pas un truc, il y a de moins en moins de médicaments remboursés. Oui, derrière aussi, quand tu vas à la pharmacie, quand tu es malade, tu dois encore payer derrière. Oui. Et rien que ça, je sais pas si tu as remarqué, on est quand même à peu près 11 millions de pauvres en France. Ouais. Donc l'accès aux soins, on sait que déjà que c'est aussi un point très important dans la vie de tous les jours. Donc toi, tu es pour le maintien du prix de la moi consultation. Très bien. Écoute, il faut être un peu réaliste, il faudrait indexer cette augmentation au taux d'inflation. Oui, pas mal. Voilà, il faut lier ça. Voilà. Amina. Moi, je considère qu'une infirmière est payée 2500 € maximum, en général c'est beaucoup moins alors qu'elle travaille comme une esclave,
qu'elle est submergée de travail. Et bizarrement, elles n'ont pas le droit aux augmentations, alors que leur rémunération est marginale. Un médecin qui est tranquillement... Pas d'études, des infirmières. Mais si tu indexes à chaque fois les études à la rémunération, à ce moment-là, tous les sociologues sont sous-payés. Oui, peut-être. Oui. Bah non, ils ne sont pas sous-payés. C'est pas les études qui font la rémunération, il faut quand même se calmer. Les enseignants qui forment nos enfants aussi. Ça dépend de quelles études on parle aussi. Parce qu'il y a les grandes écoles, par exemple, ils font que 5 ans d'études maximum. Et pour autant, ils sont 10 fois mieux payés. Donc cette indexation des études... les politiques, par exemple, font pas autant d'études que ça, et pourtant ça, c'est pas vrai. Eux, ils apprennent à être tordus. Ouais, c'est ça. Et il y a pas que ça. 5 ans d'études et tout le reste de travers. Ça, c'est du Coluche. Mais ce qui est sûr, c'est que les politiques, ils font souvent Normal Sup, ils font souvent Sciences Po, c'est quand même des grandes écoles aussi, encore une fois. Non, mais c'est pour... Non, c'est pas 3-5 ans. C'est pas 3-5 ans, ouais, ça va. Il y a la prépa avant aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas indexer la rémunération par rapport aux études. À ce moment-là, les mecs qui font de la finance, ils gagnent des centaines de millions d'euros, ils ont fait 100 ans d'études, c'est pas vrai. Non, il faut indexer la rémunération par rapport à la pénibilité. Il faut l'indexer par rapport à la réalité du travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont jamais été augmentés de 2%, l'indexation annuelle. Aujourd'hui, la plupart des métiers vont perdre 10% de pouvoir d'achat parce que l'inflation est galopante. Et les médecins, qui sont des gens très bien rémunérés, ils ont beaucoup de travail, mais ils n'ont pas à se plaindre pour ça. Ils sont en train de nous dire faut doubler. Il y a quand même des limites à la blague. C'est du 100% d'augmentation, du 200% plutôt. C'est intolérable. Moi, je vais terminer par une chose, Christophe, c'est que par définition, un médecin, alors peut-être à l'époque de nos parents, moi je sais que j'avais un médecin généraliste qui faisait tout. On allait quasiment. En général, on fait médecine aussi, beaucoup par vocation. Bien sûr. Donc on a quand même la vocation du malade. Généralement, ça ne veut pas dire qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche, mais je dirais la vocation, c'est important. Et c'est important de mettre en avant la vocation parce que malheureusement, aujourd'hui, on assiste plutôt à une médecine un peu business avec les cliniques et tout ça. Et comme le disait bien Hicham à juste titre, ça s'est déshumanisé. Oui, ça s'est un peu déshumanisé. On est dans la course, effectivement, à des dépassements d'honoraires à tout va, à des cliniques. Donc il y a peut-être à repenser tout ça, mais il ne faut pas oublier comme que la médecine, c'est quand même, il y a quand même une vocation, quand même de pouvoir guérir. Juste pour confirmer mon truc, un médecin en moyenne, toujours on parle de moyenne, les chiffres. Net, non mais c'est important parce qu'il faut que les gens comprennent à quelle chose sont bouffés. 5 870 € net. Ah oui, donc ça va, on pleure pas trop. On n'est plus entre 10 000 et 20 000 euros comme tout à l'heure. Largement. Mais non, on parle de net. Oui. Le brut à 10 000, le net à 5 800, ça va, ils vivent. C'est pas son salaire, parce que ça s'appelle des revenus, parce que derrière, ils doivent. Mais il a oublié qu'il y a des charges à payer. Non, je parle net, il n'a pas entendu. Je t'ai dit net. Net de charges et d'impôts. 5 870 en moyenne. N'oublions pas la vocation quand même. La plupart des médecins n'ont pas forcément d'assistante. Parce que. Pas tous. Par contre, pas les moyens. Par contre, la question qu'il faut se poser. Excuse-moi, juste un point qui vient de soulever Christophe, en parlant de... Ils n'ont pas les moyens d'engager des assistantes. Non, c'est faux. Je vais dire pourquoi. Les jeunes médecins, principalement. D'accord. Qui s'installent. Parce que les médecins, généralement, quand ils s'installent en SCM, société de moyens. Quand ils s'installent, c'est donc on va dire un conglomérat de médecins qui paye donc au prorata la personne qu'ils engagent. Donc maintenant, aller chercher comme on dit, des poux dans la tête parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ceci. Par contre, la caractéristique quand même de notre pays, c'est que comment on estime qu'en 2022, avec tous les outils dont dispose l'État, 2023, pardon. Je suis encore. C'est de l'anachronisme, ça à dire. Comment on arrive à imaginer qu'en 2023, ces politiques, ils n'ont pas la pyramide des âges pour anticiper tout cela. C'est quand même grave de se dire on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de kinés. Est-ce qu'il y a un ministère de la planification en France? Il faut payer McKinsey, c'est cher. Messieurs, dames, on passe tout de suite aux ZAP et aux maths. Je vous explique le principe de zapper et de mater. Bah oui. Des bons Christophe, des jingles de qualité. Alors, je vous explique, je vous donne des infos. Ça fait longtemps qu'on l'a pas et on fait le tour de la table, évidemment. Et vous décidez de la zapper, l'info, ou de la commenter. Mais attention, c'est pas un monologue de 5 minutes. Je préviens, d'accord. Je vous donne des infos et vous la commentez ou vous la zappez. Chacun a le choix. Allez, je commence avec ma première info. On a appris que le chanteur d'expression kabyle Oulahlou a été empêché de quitter l'aéroport d'Alger. Il devait se rendre en effet à un concert hier au Cabaret Sauvage qui a dû être annulé. On zappe ou on commente, Gamal Abina? Ça m'intéresse pas du tout. On zappe. Ali, on zappe ou on commente? Pas assez d'infos, donc je zappe malheureusement. Hicham. Écoute, j'aime bien le Cabaret Sauvage, mais j'étais pas au courant. Mais bon, voilà, ça n'apporte pas grand-chose à la situation du français moyen.
Smaïn. Écoute, une information qui tombe comme ça, je suis pris au dépourvu. On n'a pas vraiment les tenants, les aboutissants de cette histoire. Pourquoi on l'a arrêté d'abord? C'est très diplomatique là, oula. Ça zappe, tout le monde zappe. Bah écoutez, a priori, il a été empêché de quitter l'aéroport d'Alger samedi soir. On n'a pas vraiment, franchement, les raisons de ce pourquoi il a été empêché. C'est celui qu'on avait reçu ici, Christophe. Non, pas du tout. Oulahlou, c'est un chanteur qui avait chanté Pouvoir Assassin et compagnie. Ah oui, en effet, d'accord. Et qui devait faire un concert au Cabaret Sauvage hier, donc ça a été empêché. Autre info, attention, dans ses mémoires, qui vont être d'ailleurs diffusées à la télévision ce soir, le prince Harry révèle avoir tué 25 talibans. Comment on zappe, mon cher Gamal, là? Il a tué 25 talibans? Oui. Il a des gros problèmes de mémoire, lui. Non mais on zappe ou on commente? Ah, on commente, bien sûr. Bah alors vas-y. C'est complètement ridicule. Il est en train de se raconter des histoires. Il se fait un rôle. Il a l'habitude souvent de prendre des costumes pour faire l'intéressant. On l'a vu dans des soirées. Mais là, 25 talibans. Il a vu la Vierge. Il était derrière planqué au niveau des cuisines, on le sait. Ali, on zappe ou on commente? Je suis un peu étonné par... moi, je peux commenter rapidement. C'est un garçon qui est relativement jeune. Il commence déjà à nous faire ses mémoires. Hein. C'est vrai, un peu étonné par ce garçon. Hein. Il a peut-être besoin d'argent. Hein. Je sais pas, peut-être faire une cotisation. Hicham, on zappe ou on commente? On commente parce qu'il me semble que tu as... alors, j'ai lu ça en diagonale, mais il y a en Afghanistan un collectif qui a répondu justement à cette information et qui disait que derrière ces soi-disant 25 personnes tuées, il y avait aussi des familles. Donc, entre guillemets... intéressant. Il avait un petit peu... Je trouvais qu'ils avaient une réponse très intelligente. Peut-être d'un drone, en plus. Il a des remords, c'est ça? Je sais pas. C'est pas ce qui ressort, en tout cas. Non, c'est pas ce qui ressort. Et je rappelle que d'ailleurs, une interview sera diffusée ce soir par TF1 qui a obtenu les droits. Spain, on commente ou on zappe? Je zappe. Allez, hop, on zappe. On enchaîne avec une autre information que je vous donne, messieurs, dames. Il s'appelle Hakim Bouada. Et c'est un chef pâtissier d'origine algérienne qui a gagné le concours de la première galette des rois en France. On commente ou on zappe, mon Gamal? Oui, pour le plaisir, Tahir Zazir, c'est bien, elle a réussi. Ali. Non, je commente à fond. Je suis très content. C'est des choses à mettre en avant. L'effort, le travail, le sérieux paye. Comme quoi, dans ce pays, tout est possible. Hicham, on commente ou on zappe? On commente. Juste une petite pensée pour tous nos amis fachos. Parce que depuis quelques années, les meilleures boulangeries, les meilleurs pâtissiers sont issus de la diversité. Smile, on commente ou on zappe? Étant donné les circonstances et vu tout ce qui les mots dont on est accablé en ce moment par la fachosphère, je pense que c'est une bonne nouvelle que d'annoncer. Très bien. Voilà. Et il peut nous appeler pour qu'on goûte sa... Ah ouais, appelle-nous, frère. Hakim Bouada, bravo. Nouvelle information, messieurs, à commenter ou à zapper, l'Algérie qui a doublé l'ensemble de ses budgets, notamment le projet de loi de finances qui est rapporté pratiquement à 100 milliards de dollars. C'est la première fois de son histoire, donc depuis l'indépendance algérienne, donc que l'Algérie arrive et réussit à doubler l'ensemble de ses budgets. On commente ou on zappe, Gamal? J'ai pas entendu bien ta question. Tu te fous de ma gueule ou pas? Non, parce que le micro est coupé là. C'est pas le micro qu'on s'en fout. Ah, c'est le casque. Ok, j'ai mis mon casque. Je disais, l'ensemble des budgets de l'Algérie ont été doublés. Et c'est la première fois depuis son histoire algérienne que le budget de loi de finances a été doublé et rapporté pratiquement à 100 milliards pour le budget 2023. On commente ou on zappe? Bien sûr qu'on commente, c'est vas-y. On commence déjà par dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. L'Algérie est un pays rentier pétrolier qui a bénéficié à plein de la crise ukrainienne. On l'a compris avec le gaz qui a explosé. L'Algérie est un pays gazier surtout avant d'être pétrolier. Et donc là, ils ont un budget qui correspond à un tiers du budget annuel de la France pour les dépenses publiques. Donc c'est un budget considérable qui va beaucoup d'ailleurs dans l'investissement, mais aussi beaucoup dans le social pour réduire un peu la fracture qui existe là-bas. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, et en même temps, il faut se méfier de ce genre de bonnes nouvelles, parce qu'ils ont aussi doublé le budget de l'armée, qui n'est pas forcément la meilleure idée. 23 milliards. Absolument. Et en même temps... Tous les budgets ont été doublés. Tout à fait. En même temps, ce qui est intéressant à l'Algérie, c'est qu'ils ont une obsession de l'export de produits hors hydrocarbures. Ils ont atteint les 7 milliards cette année, d'après ce que dit l'État, j'espère que c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, des budgets comme ça qui augmentent considérablement, si le pétrole et le gaz ne se maintiennent pas, ça peut être très dangereux avec le retournement de tendance. Ali, on commente, on zappe. On peut commenter rapidement. Un pays qui augmente son budget d'une année à l'autre, multiplié par 2, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein, donc d'accord. J'espère que cet argent va être utilisé à bon escient. Voilà, donc ça c'est fondamental. Beaucoup peut-être d'investissements et qu'on arrête, j'espère, juste d'utiliser peut-être ce budget simplement pour faire de l'import, et plutôt de subventionner l'investissement, la formation et la santé, qui sont quand même des piliers pour un pays, notamment comme l'Algérie. Voilà. Monsieur Hicham Terrak, on commente, on zappe? On commente, content pour les intéresser, en espérant que le peuple en profite réellement.
Ça a déjà commencé avec l'augmentation des salaires, notamment pour les fonctionnaires. On parle d'une augmentation sur 2 ans de 47% des salaires. Également le chômage, on a vu... Le ruissellement, on aimerait que le ruissellement marche aussi. Ouais, mais l'inflation aussi. Hein. Oui, voilà. Ismaël, pardon. Oui, écoute Christophe, parce qu'il y a une embellie financière, donc automatiquement le gouvernement algérien a jugé utile donc, d'investir cet argent, 99 milliards de dollars, pour les 10 années à venir. Il y a pas mal de méga projets, j'espère, qui vont être donc vont être mis donc en opération, et donc du coup c'est une bonne chose. Et par contre, pour revenir à ce que disait Gamal tout à l'heure par rapport donc à quoi c'est un pays rentier, il faut souligner que l'Algérie en ce moment elle investi dans l'agriculture. C'est devenu un pays à vocation agricole. Donc donc c'est un pays qui est devenu à vocation agricole et qui, de ma foi, il exporte quand même 7 milliards de dollars. J'ai 2 autres infos à commenter ou à zimper. Des colons israéliens, messieurs dames, ont vandalisé un cimetière chrétien lors des fêtes de fin d'année à Jérusalem-Est. On commente ou on zappe, Gamal? Bien sûr qu'on commente. Vas-y. Ça démontre juste une chose, il faut se rappeler que les Palestiniens ne sont pas seulement musulmans, ils sont aussi chrétiens, ils sont aussi juifs, parce que les gens oublient qu'il y a des Palestiniens juifs. Et ça démontre qu'effectivement, les chrétiens en Palestine sont aussi maltraités que les autres. Et étrangement, les chrétiens d'Orient, donc ils font partie, sont beaucoup moins protégés. On les voit beaucoup en Syrie et en Irak, mais pas en Palestine. Monsieur Ali, on commente ou on zappe? Ça serait bien qu'on puisse le commenter à la télévision BFM et CNews, ça me ferait plaisir. Très bien. Là, c'est sur France Maghreb 2 déjà, ça commence bien. Bon début. Hicham. On commente. Et juste pour dire que la connerie n'a ni couleur, ni religion, ni rien. Voilà, elle est universelle. Bon, Smaïn. Écoute, les extrémistes juifs, je pense qu'ils n'ont pas de limite en matière de religion. Quand il s'agit de la leur, ils renient les autres. Et puis voilà ce qui s'est passé. Ça rentre un peu en cohérence avec ce qui s'est passé, quoi. Dernière information à commenter ou à zapper. Longtemps, le premier partenaire économique de la Tunisie était là. France, messieurs dames. Attends, c'est l'Algérie. Pardon, la France. Oui, la France, premier partenaire économique, et elle l'a perdu au profit de l'Italie. On commente ou on zappe, monsieur Gamal Abina? Ouais, c'est intéressant. Parce qu'il y a une migration. La France perd beaucoup de sa superbe dans la région africaine, du Nord en particulier, et de l'Afrique, l'ex-Afrique coloniale française subsaharienne. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Italie qui se rapproche, comme l'Algérie d'ailleurs, se rapproche de l'Italie, démontre qu'effectivement la France a perdu beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'arrogance pendant trop longtemps et qu'ils ont pris ces pays pour des réserves financières qui étaient des marchés à ciel ouvert, et il n'y avait pas de vrai partenariat. L'Italie propose un partenariat plus solide. Mon cher Ali, est-ce qu'on commente ou on zappe? Rapidement, j'espère en tout cas que ça va être un signal d'alarme qui va bien atterrir au niveau du ministère des Affaires étrangères françaises. Parce que si on commence par la Tunisie, ça peut faire effectivement un phénomène de cascade. Et ça voudrait dire que même pour nous, en France, c'est-à-dire qu'effectivement, les soi-disant opportunités qu'on peut avoir pour travailler avec tous ces pays-là, si aujourd'hui c'est l'Italie qui malheureusement supplée la France, ça peut être un peu embêtant. Parce qu'on est supposé avoir plein d'atouts, une population d'origine tunisienne, la langue et tout ce qui s'ensuit. C'est dommage. Hicham, on commente ou on zappe? On peut commenter en espérant que les pays occidentaux ne se livrent pas des guerres dont on ne dit pas le nom sur ces fameux territoires. Mon cher Smaïn, c'est ça. On commente, on zappe. On commente en fait Ils ont tout commenté aujourd'hui. Voilà, le gouvernement tunisien a priori veut justement marquer sa désapprobation par rapport à la politique menée à l'endroit de l'actuel président Kais Saïd. On le traite quasiment donc de tyran quelque part, et puis ma foi, il a changé de fusil d'épaule. Ouais. Bon, vous avez été très bon aujourd'hui, dites-donc. Vous avez tout commenté ou presque. Sur France Maghreb 2, à part et dans les délais. Je relève quand même que Oulahlou ça vous intéresse pas. Je connais même pas. C'est pas du tout parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants encore une fois, Christophe. On sait juste qu'il a été empêché de quitter l'aéroport. Les chefs d'inculpation, on ne sait pas s'il a été. Mais t'as le droit d'en parler, Christophe. Si tu veux, tiens, Christophe, tu as quelque chose à dire ou pas? Non, j'ai rien à dire. Je donne des infos. Peut-être qu'il n'avait pas le visa. C'est un truc clé tout bête. Il y a une extinction de voix. Il y a peu de miel un peu. Il a été empêché de quitter l'aéroport de Wari Boumedienne. Qu'il aime trop, hein, c'est pas. Bon. Dans un instant, Welbeck. Et qui est qualifié pour beaucoup, j'entends ça dans les médias, d'un des plus grands écrivains français. Je peux balancer une balle ou pas? Vas-y. Nadim Welbeck. Non. Bravo. C'est diffamatoire ça. Welbeck, le recteur de la mosquée de Paris qui avait décidé de porter plainte et qui est revenu sur sa décision en ayant rencontré sous le commandement et la direction et l'injonction du grand rabbin de France, Michel Welbeck, qui se sont expliqués jeudi dernier. Je vous donnerai les deux propos en question qui posent problème dans le livre donc avec Onfray là, qui est sorti. Voilà. Est-ce que on peut parler d'islamophobie? Et moi je vais vous dire pourquoi on ne parle pas d'islamophobie, ou alors de liberté d'expression, ou alors tout simplement de racisme. Restez avec nous sur France Maghreb 2, c'est dans le LGF que ça se passe. À suivre aussi nos
C'est une talentueuse artiste qu'on va découvrir et elle rappe l'actu en 1 minute 30. Vous allez voir, c'est rapide, c'est bref, c'est concis, c'est comme on aime. C'est dans le LGF et à suivre évidemment en direct. Et puis on parlera évidemment de Noël Le Graët, vous savez, l'alcoolique au champagne là, de la fédération de football qui a présenté ses excuses. Hein, auprès de Zinedine Zidane. Je vous ferai écouter quand même le moment lunaire, c'était hier soir sur RMC. Franchement, un mec qui s'excuse après avoir parlé de la sorte, pour moi, elles sont irrecevables, ces excuses. Et c'est plutôt une lettre de démission que nous attendons de cette fédération et en premier titre de son chef, le président. A tout de suite, restez avec nous, c'est le LGF avec toute la fine équipe. Avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF en ce lundi 9 janvier. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez préparé tous vos coups de gueule et coups de cœur. Hein. Ali, Gamal, Hicham, Ismaïl. Écoute, ouais, toi je sais ça, Gamal, je sais. Rendez-vous donc tout à l'heure en fin d'émission, vous allez nous livrer et 1 minute pas plus. Attention, j'ai un chrono, dès qu'il se termine, je vous coupe la parole. Je n'hésiterai pas, vous savez. Bon, alors on va parler de cette affaire Houellebecq, évidemment, surnommé par beaucoup comme l'un des plus grands écrivains de France. Incroyable. Alors, les 2 extraits que je vais vous livrer, qui ont choqué évidemment, 2 extraits tirés d'un d'un livre, 45 pages, enfin d'un livre, c'est pas un livre d'ailleurs, c'est une espèce de revue, un entretien. Je vais citer le premier pour être exact. Quand le territoire entier seront sous contrôle islamiste, je pense que des actes de résistance auront lieu, déclarait Michel Houellebecq. Il y aura des attentats devant des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des Bataclans à l'envers. Ça, c'est le premier extrait qui pose problème. Et le second, je cite, le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler, de les agresser. Voilà les 2 extraits qui posent problème. Alors évidemment, dans un premier temps, nous avons le recteur de la mosquée de Paris qui avait annoncé, au nom de la grande mosquée de Paris, porter plainte contre Michel Houellebecq. Nous avons également plusieurs personnalités. Et puis donc, monsieur... chef Sidi Nafis, donc le recteur de la mosquée de Paris, a été invité à rencontrer Houellebecq sous la direction du grand rabbin de France. Ils se sont expliqués jeudi matin. Il a jugé effectivement que Michel Houellebecq était revenu sur ses propos et qu'il n'est absolument pas raciste, etc. Donc il a décidé de suspendre sa plainte. Et d'ailleurs, on entend aussi, et je vais l'appeler dans la semaine pour lui demander des explications, notre ami Khaled Benchir, qui dit qu'il ne faut pas porter plainte. Moi, je me pose surtout la question, ces personnes, en fait, veulent continuer à être invitées sur les plateaux, ils veulent continuer d'exister médiatiquement, donc ils ne veulent pas attaquer celui que l'on considère comme le plus grand écrivain de France. Alors, c'est du racisme, c'est de l'islamophobie, c'est de la liberté d'expression, c'est toute la question. Alors, moi, islamophobie, pour moi, c'est un terme qu'il va falloir qu'on oublie tous collectivement, parce que le terme islamophobie n'existe pas. Il n'est pas reconnu en tant que, juridiquement, il n'est pas valable. Et franchement, il y a divergence sur le fait de la première fois où il a été utilisé. À quoi ça sert d'entretenir quelque chose ? Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a aussi beaucoup de gens dans cette communauté qui vivent de l'islamophobie, qui en ont fait un business. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement parler de racisme et de cesser de faire de la hiérarchisation dans tout ce qui est évidemment condamnation ou appel à la haine, etc. Il y a du racisme, il y a de la xénophobie tout court. Ça sert à rien d'inventer des nouveaux mots qui pour moi ne servent à rien. Ça, c'est mon avis. Gamal, Michel Houellebecq, le recteur de la mosquée de Paris, son affaire, les propos que je viens de te citer, je te mets tout ça, c'est un pavé dans la mare, à toi de commenter. Simplement, c'est que Michel Houellebecq est coutumier du fait, que sa plume était bonne à une époque, c'est vrai. Après, il a commencé à dériver pour faire des livres populistes assez sales, avec des obsessions complètement complotistes, puisqu'il est complotiste avec l'histoire de Mohamed qui serait à la tête de l'Élysée. Donc, le fait de ne pas le poursuivre... Alors moi, je ne suis pas partisan forcément des poursuites immédiates, même si ça le mérite, parce que je suis partisan de la liberté d'expression. Par contre, ce qui tombe sous le coup de la loi, c'est les propos racistes et les propos incitant à la haine raciale. Ça a eu des conséquences puisqu'il y a eu des gens qui ont été tués à la suite de ça. On l'a connu dans l'histoire et même récemment. Encore récemment, il y a un attentat terroriste qui a été fait par un type qui a massacré 3 Kurdes à Paris, on le rappelle. Donc quand des hommes qui se disent intellectuels utilisent des propos déviants, ils doivent être ou mis en garde pour cela ou condamnés. En l'occurrence, je n'ai pas la nature exacte des propos. Par contre, ce qui me choque le plus... Non mais quand je dis, il y a un contexte, c'est pas une phrase. Non, c'est dans un entretien, dans un livre de Michel Onfray. Il y a donc un contexte. Après, sur la question de Michel Onfray, Michel Onfray, il est rentré dans un groupe que je connais, qui s'appelle... Front Populaire.
Le Front Populaire, qui a été initié par Stéphane Simon. Ouais. Donc Michel Onfray, c'est un peu la plume du groupe, mais il se trouve que Michel Onfray n'est pas un philosophe. C'est plus un éditorialiste qui essaie de faire des bouquins de philosophie. Ensuite, quand il dérape, il a un problème avec les religions en général. Plus il vieillit, moins il vieillit bien. Donc je pense que sur ces questions-là, ce qui me choque le plus, c'est pas le fait qu'il ait des postures comme celle-là, il a le droit de les avoir. Ce qui me choque le plus, c'est que des gens ont prétendu vouloir le poursuivre et ont reculé. Ça s'appelle de la lâcheté, j'aime moins. Ouais. D'accord, je suis assez bien dans le raisonnement. Ali, sur l'affaire Houellebecq. Alors sincèrement, ce monsieur écrit ce qu'il a envie d'écrire. Ouais. On est dans un pays de liberté. Liberté d'expression. Ouais. Et moi là-dessus, ça ne me pose aucun problème. Par contre, à côté, effectivement, à partir d'un pays de droit, ce qui est important, c'est que ces gens-là, en fait, on se rend compte de quoi? Ils font la une. Alors, ils écrivent des choses qui peuvent être diffamatoires et tout. Et la pub, c'est quoi? C'est en fait, on va ensuite analyser nos réactions à nous, successives. Ah bah t'as vu, il a dit ci, il a dit ça. Et au lieu de parler de la genèse de la problématique, on commence à dire la mosquée de Paris, un tel. Je pense que ce monsieur-là, il est important pour qu'il y ait des structures, des avocats, alors effectivement, peut-être même comme aux États-Unis, parce que peut-être à vocation musulmane, qui défendent effectivement et qui condamnent cette personne-là. Mais lui faire de la pub, comme on le fait tous les jours, Houellebecq, il est raciste, bah, tu sais, dans un contexte actuel, regarde, il y a un monsieur qui s'appelle Éric Zemmour, qui a fait un livre et il l'a vendu à 350, 360 000 exemplaires. Donc t'imagines, le mec, il a réussi à faire des revenus complètement délirants, multimillionnaires. Donc Houellebecq, en parlant de lui comme ça, moi, il écrit ce qu'il veut. Ouais. Il dit ce qu'il veut. Moi, ça me pose aucun problème. Par contre, ce que j'attends, c'est que des structures, comme le disait Smaïn pendant la discussion en off, là, des discussions religieuses avec des avocats compétents en s'appuyant sur les textes de loi du pays dans lequel on est, à savoir la France, puissent effectivement le condamner. C'est quoi? C'est du racisme? C'est de l'islamophobie? Après, c'est son problème. Ça peut être un psychopathe. Moi, je suis pas là pour l'analyser. Hein. Ce monsieur, il est peut-être fou, il a peut-être un problème. Peut-être que sa femme est partie avec un musulman, il le vit mal. Peut-être que son voisin, ou son voisin lui fait du bruit. Tu vois, moi, je suis pas là pour l'analyser. En fait, ce type, il peut avoir un problème. C'est à peu près comme Gamal, liberté d'expression. Il dit ce qu'il veut, il pense qu'il veut. Après, tu comprends assez mal la marche arrière du recteur de la mosquée de Paris. Alors, le recteur de la mosquée de Paris, je sais, tout le monde sait qu'il est, je crois qu'il est de formation juridique. C'est un avocat. Il est avocat, oui, il est avocat. Il est avocat de formation. Donc, à la limite, l'important, comme c'est le résultat. Parce que regarde, Christophe, c'est systématiquement tout la même chose. Hein. On va parler pendant 15 jours, 3 semaines. Houellebecq, raciste. Et après, hop, ça va disparaître sans aucun effet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Voilà, du fait. Il a fait ça, un avocat. 1 mois, 6 mois, 3 mois, bam. Et c'est tout. Tout le reste là, parce que là, on est que dans l'émotion. Ah, il a dit ça sur l'islam, ça, raciste, il aime pas. Mais ça me sert à quoi, ça? Des racistes, il y en aura toujours, hein, mais ça me dérange pas. Je veux juste ajouter un petit truc très important. Houellebecq n'est pas un idéologue. C'est un romancier, donc c'est un peu. Moi, oui, absolument, tu as raison. Voilà, l'idéologue, c'est quand même. Oui, mais ça, un romancier peut dire. Le romancier m'inquiète moins. Ce qui m'inquiète, c'est un type comme Zemmour qui est un polémiste, mais surtout ce qui m'inquiète le plus, c'est Renaud Camus. Parce que Renaud Camus, ce qu'il écrit, c'est de l'idéologie pure et ça conduit à la mort, comme on l'a vu à Christchurch. Donc c'est ceux-là qui doivent être condamnés. Smaïn. Bah écoute, on est devant donc une banalisation carrément du racisme. Et cette banalisation a commencé le 11 septembre 2001. Donc pour nos auditeurs. Il faut rappeler que M. Houellebecq, quoique ce n'est pas vraiment le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est plutôt le recteur de la mosquée de Paris, M. Houellebecq a traité les musulmans, 1,6 milliard de musulmans, de cons, religion de cons. Donc, non, mais il a le droit, certes, c'est pas faux. Il se dit d'ailleurs être islamophobe à temps partiel. À temps partiel. Voilà. Bon, il revendique le fait d'être islamophobe à temps partiel. Moi, je suis Houellebecqophobe à temps complet. Hein. J'aime bien. Ils sont forts. Vas-y, Ismaël, pardon. Je t'en prie. Donc, pour revenir au recteur de la mosquée de Paris, dès lors où il avait engagé donc une action, enfin, il avait, on va dire, l'intention d'intenter un procès à ce monsieur. Donc, il fallait donc garder cette position de principe et surtout, il est tenu par le devoir moral de s'engager vis-à-vis de sa communauté. Lui-même avait donc réitéré cette position devant donc les plateaux de télévision. Quand il est passé, il a écumé pas mal de plateaux et même comme le Figaro, par exemple. Et il avait dit que donc
qu'il était sollicité par la communauté et qu'il fallait la défendre, parce que l'institution, par définition de la mosquée de Paris, elle est la caution morale de cette communauté. Donc elle est censée apporter une réponse aux attaques qu'on est en train de subir en ce moment. Jeudi, avec Christophe, donc on avait appris cette information, on a été pris de court par le retrait de cette plainte, et sur le donc à chaud, pardon, donc à chaud, j'avais dit que si on laissait ce genre d'individus, ce genre d'énergumènes comme Bethior, je ne sais pas si vous connaissez Bethior, avec sa formule, sa thèse sur Eurabia, comme quoi les Arabes sont là pour attaquer l'Europe, donc la nouvelle Rome moderne, et qu'aujourd'hui on laisse faire et qu'il n'y a pas de sanctions qui suivent. Parce que là, comme disent nos chers frères africains, les juges, en parlant des juges, il faudrait une sanction exemplaire. Parce que même si je suis pour la liberté d'expression, pourquoi quand il s'agit des musulmans, la liberté d'expression elle a toute cette latitude, et quand il s'agit de d'autres, par exemple, on s'arrête et on se met, on va dire, on se trace des lignes rouges à ne pas dépasser. Oui, et puis que bien foutre le rabbin de France, je veux dire, dans cette voilà, affaire. Non, le rabbin de France, il a fait son travail de médiateur, on peut le comprendre, ceci dit, on peut le comprendre, mais pardon, s'il vous plaît. Donc, pour revenir à ce monsieur que j'ai essayé de joindre ce matin en vain, en parlant du directeur de la mosquée de Paris. Oui, donc je voulais avoir ses appréciations. Parce que, et lui, qui par exemple, par principe, déjà, il était l'avocat de monsieur, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Mohamed Khouaz, celui qui a été assassiné à Sens. Est-ce que vous vous rappelez, en 1996 Non, ouais, il y a longtemps, mais c'était en 1996. J'étais pas né. Donc, t'étais pas né, c'est bien, très bien. Moi aussi, j'étais pas né. Donc, il a été le conseil de cette famille, dont le fils a été victime de deux frères racistes, les frères beaux-frères. Donc, et puis, il faudrait aussi rendre hommage à qui à Brahim Bouharam, le Marocain qui a été jeté par-dessus le pont. Je pense que c'était le pont de Saint-Michel, si je m'abuse. En 95. Pont Neuf, non? Non, c'était devant comme ça, là. Je crois que c'était le pont Neuf. Non, c'est le pont Neuf, je crois. C'est le pont Neuf. Ouais, c'est le pont Neuf. Donc, il faudrait rendre hommage à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on a tellement laissé les choses. Quand on voit maintenant qu'il y a un racisme endémique en France, il y a un racisme endémique, décomplexé. Quand des gens passent sur des chaînes de télé dont je ne citerai pas le nom parce elles sont légion, on va dire. Il y en a deux. Deux, mais elles sont légion maintenant, même s'il y a des sous-entendus, il faut quand même, on sait lire entre les lignes, on sait écouter, entre les bribes. Donc, il faudrait que ça cesse. Parce que j'avais évoqué la nuit de cristal. Tu te rappelles, Christophe? La nuit de cristal. La nuit de cristal, pour nos auditeurs, 9 novembre 38. Voilà, c'était en 1938, 9 novembre. Quand les Allemands fascistes avaient attaqué les Juifs, il y avait en une nuit 2500. Nazi. Oui, mais c'est des fascistes. Oui, pas tout à fait. On ne va pas jouer sur les mots, gamin, s'il te plaît. On ne va pas jouer sur les mots. Donc, un fascisme, c'est un fasciste. On ne va pas jouer sur les noms. Toujours est-il que ce soit un extrémiste musulman, juif ou allemand, c'est du fascisme. Donc, il faudrait appeler un chat un chat. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faudrait qu'il y ait, comme disent les juges africains, nos frères, il faudrait une sanction exemplaire. Même symbolique s'il le faut. Je pose main. Vas-y. Je vois pas t'embêter, mais j'aime pas mélanger les genres parce que j'ai travaillé beaucoup sur la période. Le fascisme a existé en Europe, en Allemagne. Ça a été inventé par l'Italien, par Mussolini, pour être précis, qui ne faisait pas de loi raciale. Le fascisme existait en Espagne, il n'y avait pas de loi raciale. Au Portugal, il n'y avait pas de loi raciale. C'est le nazisme qui a conduit à la nuit de cristal. Et c'est une idéologie qui est très marquée nazie. Donc, c'est juste pour remettre. Attends, juste finir. Et Christophe, un truc important. Je pense que le recteur de la mosquée a reculé parce qu'il a dû. Et c'est là où je te rejoins totalement, Ali. Il a dû s'exciter comme tout le monde quand il a vu ce qu'il a lu. Et à partir de là, il a surréagi sans réfléchir à la qualification des termes, est-ce qu'ils sont ou pas, est-ce qu'on peut les poursuivre en justice ou pas. Il s'est rendu compte trop tard, après avoir parlé, qu'il ne pouvait pas le poursuivre. C'est pour ça qu'il a reculé. Je suis pas d'accord, Kamal. Il est juriste. Je suis pas d'accord. Justement, c'est je vais essayer d'en placer une. Parce que nos chers chroniqueurs, pour en placer une, il faut qu'ils toussent. Non, mais écoute, moi, très simplement, j'en parlais un petit peu en off, là. Moi, avec vous en off, j'ai plus le sentiment que dès que tu as quelqu'un qui sort un bouquin aujourd'hui, tout en sachant que les Français ne lisent plus, de moins en moins, il faut une petite polémique bien salée, bien sucrée, de manière à vendre. Il me semble que pendant quelques années, la presse française vivait grâce à l'islamophobie, on peut dire. Et je sais plus qui s'était amusé à faire. Voilà, exactement. Je sais plus qui s'était amusé à faire un petit listing. Et du top des ventes en fonction de la couverture. Et
dès qu'on parlait d'immigration, dès qu'on parlait d'islam, des musulmans, des banlieues, de la jeunesse, politique, médiatique, tout. Exactement, et on avait des scores. Le strike. Ça, voilà, avec des gros scores. Et on a eu Zemmour, et en fait, en général, dès que quelqu'un commence à sortir ses petites phrases, sorties d'un contexte, alors là, effectivement, c'est un romancier, faut pas l'oublier. Mais bon, après, à côté de ça, il y a pas mal de choses qui lui gravitent un petit peu et qui lui collent à la peau. Il a le droit, liberté d'expression. On a le droit de tout dire. Oui. Après, à partir du moment où tu blesses... Est-ce qu'on a le droit de tout dire dans ce pays, franchement? Je te réponds. À partir du moment où tu blesses quelqu'un, pour moi, là, tu dois quand même un petit peu te dire que parler pour parler, voilà, on rééquilibrer les choses. Voilà, il n'y a aucun intérêt à blesser les gens. Bon. Donc, par contre, ce qui est quand même important, c'est qu'on se rend compte qu'en France, aujourd'hui, la communauté musulmane est de plus en plus importante, et on se rend compte, pourquoi on assiste à ce genre de situation? Parce qu'il y a une vraie carence du côté musulman. Moi, je m'intéresse pas aux problèmes exogènes. Tout à l'heure, vous avez parlé de concret. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Exogène, il fait ce qu'il veut. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire aujourd'hui, une religion, quelle qu'elle soit, en l'occurrence ici l'islam ou la communauté musulmane, doit avoir en son sein une structure. Absolument. Qui doit être effectivement juridique, comme le disait Gamel. Mais il y en avait une, mais elle s'est fait dessouder. Ouais, mais celle-là, c'était une organisation artificielle. Je pense qu'Ali fait allusion à une structure intellectuelle avec des avocats. Je prends l'exemple aux États-Unis. Alors, on ne veut pas que le pays soit communautaire. On prend par exemple aux États-Unis, vous avez beaucoup d'avocats afghans, pakistanais qui ont réussi à faire plier Nike. Mais c'est Caire, c'est pas les Afghans. C'est le Caire. C'est les Arabes. Oui, mais Nike, Allo Mark, qui est les cartes de vœux, à les faire plier. Donc je pense qu'en s'appuyant sur le droit. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a des compétences qui sont là. Et Houellebecq il écrit ce qu'il veut. Mais ce qu'il faut éviter, c'est parce que nous on est des gens très émotifs et très passionnés. Moi je suis franc. Et tous les gens, dès qu'on parle islam, et ça part double discours dans tous les sens. Pour quel résultat à la fin? Ensemble vide, le racisme. J'ai envie de dire un truc. Moi je dis Nadine Houellebecq pour des fois. Et plus sérieusement, ce que je veux dire simplement, c'est que tant que c'est un roman, c'est pas dérangeant. Ce qui est problématique, c'est est-ce que la personne. Non, mais les mecs, vous minimisez le danger. Vous minimisez le danger. Franchement, vous minimisez le danger. Il faut pas se contenter de critiques. Il faudrait s'organiser comme nos frères juifs et se défendre. Il faut se défendre intellectuellement, bien sûr, avec les idées, l'argumentation. Bah vas-y. Le killer, t'as vu? Gamal. Non, mais simplement, tant que c'est un roman, c'est pas grave. Ce qui est grave, ce qui peut devenir grave, c'est qu'effectivement, il épouse les idées de son roman. Alors, c'est pas un roman, c'est un entretien croisé entre Michel Houellebecq et Michel Onfray. Oui, mais c'est pour ça que je dis, tant qu'il écrit dans ses romans, il a écrit dans ses romans. 45 pages. Quand il a déliré sur l'arabe qui arrivera en 2022, c'est raté pour le coup, à la tête de l'Élysée, il délirait complètement. Mais tant qu'il n'y a pas une volonté raciste derrière, parce que la question, c'est pas l'islamophobie, c'est le racisme. Ça, c'est caractérisé. Moi, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre où je vais dire moi je vais décider que en France je vais couper le gaz à la France de la part des pays arabes, donc on n'aura plus de gaz, on n'aura plus d'électricité. Ensuite l'uranium c'est la même chose. Je vais aller au Mali, je vais couper l'uranium, on n'aura plus de centrales nucléaires. On va prendre quelqu'un au téléphone si vous voulez bien, on va du côté de Reims. Il va pas se vendre ton roman. Allô, bonjour. Ton prénom, rappelle-le-moi, je me rappelle plus. Aboulief. Aboulief. Abou, alors on t'écoute. Oui, c'était pour réagir au sujet de ce soir. Là, en fait, ce que je pensais a été résumé à peu près par l'ensemble des intervenants. C'est vrai que le retrait de cette initiative, c'est tout à fait honteux. Il faudra leur demander pourquoi, d'ailleurs. Certains que ça tombe pas sous le coup de la loi, mais bon, ça c'est un autre débat juridique qui dépasse mes compétences, mais quand même. Je pense aussi qu'il faut pas tomber sous le coup de l'émotion parce que c'est pas la première fois ni la dernière venant de lui ou d'autres personnalités. Il faut savoir aussi qui est Houellebecq. On disait, je sais plus qui disait tout à l'heure, il y a un problème, c'est sûr et certain. C'est pas sa femme, je crois que ça vient de sa famille. Je suis plus certain, j'ai pas retrouvé. Heureusement, je suis un peu essoufflé, je viens de courir. J'étais en voiture, donc j'ai pas pu tout retrouver. Mais il me semble que c'est du côté de sa mère qu'il faut chercher. Sa mère qui l'a insulté copieusement d'ailleurs. C'est vous dire un petit peu la teneur du bonhomme. En fait, ça a été dit aussi juste par votre dernier intervenant. Je crois en fait on est constamment effectivement le faire valoir. Enfin plutôt la variable d'ajustement des comment dirais-je des humeurs de tout un chacun, de ce type de personnage-là, qui se servent de nous pour excrément, et c'est encore une fois pas la première et à mon avis pas la dernière fois. Oui, mais s'ils se servent de nous, comme tu dis, pardon, mais s'ils se servent de nous, il faut au bout d'un moment peut-être se poser les questions.
pourquoi on leur permet de se servir de nous et de s'essuyer sur un tapis avec des propos diffamatoires absolument scandaleux régulièrement, parce que cette communauté ne représente rien. Cette communauté n'a pas compris aujourd'hui qu'il fallait commencer. Et depuis longtemps, elle aurait dû le faire. Au lieu de construire des mosquées, peut-être mettre leurs enfants dans les plus belles écoles, dans les écoles prestigieuses, pour préparer l'avenir et afin d'avoir des enfants demain qui pèsent dans des postes de responsabilité. Sauf qu'on est aveuglé par des constats parfois qui sont par notre fainéantise et par notre manque de solidarité. Parce que dès que quelqu'un essaye d'émerger dans cette communauté, il est tout de suite placé au poste de la guillotine. C'est vrai, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Il faut s'auto-analyser de temps en temps, je veux dire. D'aller chercher les problèmes ailleurs, alors qu'ils sont déjà au sein même de cette communauté, peut-être qu'il serait bien de balayer devant sa porte. Juste Dupond-Moretti a dit une chose intéressante. Il a récupéré les propos d'Anna Arendt, je ne sais pas si vous connaissez. La banalité du mal, en expliquant effectivement que M. Houellebecq, dans ses écrits, incite à la haine et effectivement, par ses propos, banalise le mal. Ouais, bon, merci en tout cas, cher ami auditeur, et merci de ta prestation. Dernier point, moi je pense que sincèrement aujourd'hui, tu penses quoi ? On est tellement motivés. Moi, des Houellebecq, j'adore parce que c'est ce qui va permettre aux gens, justement, comme dit Esmaïn, au contraire, c'est ça qui va une vraie prise de conscience, pas une prise de conscience émotionnelle à un instant T en disant ça, mais se dire, comme tu viens de dire, Christophe, le mot organisé, moi je n'aime pas trop, pas spécialement. Se structurer. Voilà, il y a un vrai devoir. Effectivement, d'avoir des structures aujourd'hui qui défendent, avec pas nous organiser. Comme le CRAN, par exemple. Il y a des intellectuels, des avocats, par exemple, dans le domaine juridique. Et ça, c'est important. Il n'y a que ces causes-là qui vont faire que tu vas alors on en reparlera demain, si vous voulez bien, amis auditrices, auditeurs, dans l'émission spéciale. Merci Houellebecq, ou comme tu dis toi. Spécial auditeur, demain, c'est vous qui aurez la parole demain entre 16h et 18h. C'est vous qui prendrez le pouvoir de cette émission. Je ne préparerai rien et c'est pas les sujets qui mentent. Vous pourrez les commenter avec nous, nous donner vos impressions et vos avis qui nous intéressent. Bon, messieurs, alerte générale. C'est l'heure d'accueillir notre invitée. Elle sera avec nous tous les lundis. Elle s'appelle No et elle s'installe sur France Maghreb 2. Et on la présente dans un instant. Elle rappe l'actu. Ça va vous changer à tous ces vieillards autour de cette table. Oh, la jeunesse est là. Je sais pas né en 96. J'aime bien le rap. L'actu. Elle s'appelle No. On va la découvrir dans un instant de boutique. GF sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce lundi 9 janvier avec Hicham Terrak, Gamal Abina, Ali et Esmaïn Tefour, et je vous présente No qui est avec nous. Bonjour No. Bonjour Christophe, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors qui es-tu No ? Alors je m'appelle No, je viens de Lyon. NO, tout à fait, c'est ça. Je viens de Lyon. Je fais de la musique depuis une dizaine d'années et en fait, je me suis lancée dans le rap il y a 5 ans à peu près. Donc un peu avant les confinements, en fait, j'ai commencé à lancer des formats en fait de freestyle assez courts, des mémos aussi. Et en fait, j'ai commencé à faire plutôt du rap parce que en fait, c'était un moyen d'expression beaucoup plus complet que juste la chanson. Et en fait, depuis fin 2022, avec tout cet afflux d'informations, d'actualités, de choses qui se passent partout dans le monde, j'ai ressenti un espèce de besoin, de pouvoir parler de ces sujets d'actualité et moi de m'exprimer en fait, et de voir si aussi les autres partageaient parfois mon opinion. Et donc, j'ai lancé un concept fin 2022 qui s'appelle No Rap L'Actu. Et donc, toutes les semaines, je parle d'actualité dans des freestyles qui sont sur des formats de 1 minute environ. Et que tu vas nous livrer désormais en exclusivité dans le grand forum tous les lundis. Exactement, voilà, tout à fait. Et on va les retrouver en vidéo à peu près aux alentours de 18h. On partagera tout ça évidemment sous forme de réel. Donc par exemple sur Instagram, tu es principalement présente sur Instagram ? Plutôt sur Instagram, ouais. Pour le moment, pour ces concepts-là, c'est plutôt sur Instagram. Oui, ça. Et ça s'y prête bien d'ailleurs. Et c'est en vidéo évidemment. Et tu vas pouvoir donc nous faire ton premier choix. Alors, il parle de quoi ce premier texte là ? Alors ce premier texte, j'ai parlé un petit peu de Noël. Il y a un sujet là sur les Césars qui arrivent. Un petit peu d'Emmanuel Macron parce que je le rate jamais. Ah bah oui, quand même. Et voilà, je relance toujours une good news en fait à la fin de mon. Vous allez voir, c'est court, hein, mais c'est bien. C'est court, mais parce que je veux que ça reste un format court, accessible, et souvent je finis par une good news. Alors c'est parti, est-ce que tu es prête pour la prestation ? Tout à fait. Mes amis, auditrices, auditeurs, évidemment écoutez, vous pourrez le voir en vidéo à partir des alentours de 18h sur les réseaux sociaux et principalement Instagram. On partagera ça évidemment sur Christophe le Grand Forum. Et tu vas nous donner aussi ta chaîne Instagram, ma chère No. C'est ça. Évidemment, mais Gamal Abina, Ali, Hicham et Esmaïn, je vous demande toute votre attention.
et vous allez pouvoir nous dire en toute liberté si vous validez ou pas, parce que ça va dépendre de vous, hein, si on continue avec elle ou pas. Hein. Ok. La pression est donnée. Est-ce qu'on est prêt? On envoie la musique. Musique Maestro, c'est No sur France Maghreb 2 dans No Rap L'Actu. Fêter Noël sous un air printanier, on s'y attendait. On n'a pas cessé de mettre en garde nos états, regarde ailleurs. D'ailleurs leur costard coûte plus cher qu'un mois de paye, un 13e mois. Manquerait plus qu'on paye leurs dettes pour enrichir un total. Ouh, les Césars s'attaquent à un problème de taille. À présent l'artiste a intérêt d'être sage. Sinon gare à lui ça pourrait faire bad buzz. C'est de la maille quand même, on est un sitcom. Manuel marionnette, fait bosser les malhonnêtes. Smicard 1200 net, aura peut-être pas de retraite. Des connexions entre discours et vérité. Sous couvert de gérer chacune de nos sociétés. Des crises à répétition entraînées par vanité. 2023, quelques révolutions peut-être. Bonne nouvelle pour l'espace, on découvre des galaxies qui sont si lointaines que tout à coup on se sent petit. Les flocons se font plus rares, comme le sourire des gens. Oulala, oulala, c'est que la déprime de 16 ans. Les flocons se font plus rares, comme le sourire des gens. Oulala, oulala, c'est que la déprime de 16 ans. No Rap L'Actu, vous avez vu, c'est très court. Bravo No. Merci beaucoup les garçons. Bon, on l'embauche. On l'embauche. C'est signé alors. Alors, Gamal Amina, le plus vieux d'entre nous. Ouais, c'est vrai, j'ai connu Jésus. Ah, je te rappelle que je suis plus âgé que lui, moi, Gamal. Je le dépasse d'une année, oui. D'accord, ok. Si, je le dépasse d'une année. 30 ans Gamal. Je suis né en 67. T'as 30 ans. Toi, oui. On s'en fout. Il a 30 ans. Non, c'est excellent. Franchement, Bon, moi, je suis pas rap du tout, faut être très clair. Par contre, c'est pas tout à fait rap, c'est aussi chanté. C'est pour ça que ça me plaît bien. Ouais, c'est bien. La mélodie est belle, indiscutablement. La et le voix texte est belle. extrêmement fort. Surtout, j'ai bien aimé le fait qu'on voit moins de neige, qu'elles sont plus rares. C'est très bien fait. Franchement, c'est de la qualité. Rien à dire. Et c'est pour ça qu'elle est là dans le LGF. Ali. Ah, moi je dirais en un mot, d'utilité publique. Hein. Tu vois, on parlait avant de Welbeck. Hein. Enfin, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Bon, bah super. Smaïn. No comment. C'est très bien. Bon, no comment. C'est très bien le comment. Bon, Hicham, je te demande pas, toi. C'est bon. Ah bah si, vu que tu me demandes, bah écoute, moi je survalide et je pense que, et je l'espère que ça va être une belle référence et que ça puisse lui ouvrir plein de portes. Et surtout, il faut l'espérer. Et tu verras que le LGF va cartonner encore plus maintenant. Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai que ça change. Hein. Évidemment, merci beaucoup et tu viendras donc tous les lundis. C'est ça. Donc nous rappeler l'actu. Hein, c'est court et c'est bien. Moi j'aime bien les formats courts et en plus c'est ce qui marche. Exactement. Les sujets d'actualité. On manque pas de sujets d'actualité. C'est quoi sur Instagram on te retrouve? C'est comment? Et mon Instagram donc c'est no_music. Mais de toute façon on partagera ça sur Christophe le Grand Forum. Évidemment, tu publies le réel dans quelques minutes? C'est ça, je vais essayer de publier le réel là ce soir. D'accord. Et on partage ça évidemment dès que ça sort et pour aller le voir en vidéo et on vous invite à le partager évidemment. Les amis, à la semaine prochaine, ma chère No. Merci à la semaine prochaine et merci à vous. Voilà, au top. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous on est emballés. Hein. Ah oui, ok, d'accord, super. On est sous le charme. Très bien, oui, calmez-vous. Dans un instant, on va dire un mot rapide sur le président de la... Non, je voudrais vous faire écouter quand même le président de la fédération. Il est perturbé là. On va taper un peu là. À suivre aussi le quiz et les coups de gueule et coups de cœur de nos amis débatteurs et chroniqueurs. Restez avec nous, vous êtes bien dans le LGF sur France Maghreb 2. N'oubliez pas demain, spécial auditeur comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois. 01 40 33 9000 sera le seul réflexe demain pour nous appeler, commenter l'actu avec nous. C'est vous qui aurez la parole, c'est vous qui faites les sujets. Le programme de l'émission demain, je suis au chômage. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF pour ce dernier quart d'heure sur France Maghreb 2. Alors, il va falloir qu'on passe vite, qu'on soit disciplinés. Pour une fois, je sais que c'est dur pour vous, mais on va essayer. Alors, je voudrais vous faire écouter ce qui a déclenché l'affaire Noël Le Graët. Le président de la Fédération française était l'invité hier de l'émission de Mario Barthély, qui est une... Vous connaissez Mario Barthély, tennisman.
qui fait une émission et qui est absolument pro Deschamps, hein, elle kiffe Deschamps, etc., etc. Elle a le droit, évidemment. Elle recevait donc le président de la Fédération française de foot, et quand le cas Zidane est arrivé, voici ce que ça donne. C'était un moment assez lunaire que je vous propose de réécouter. J'ai entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est, qui vous plaît ou pas? Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Non, mais il fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Moi, je l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Donc, ça correspond à rien. Mais vous aussi, les journalistes, pas vous, parce que votre émission est plutôt sympathique et agréable. Mais certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils savent pas quoi écrire. Et surtout, ils préfèrent écrire du mal que du bien. Donc, très franchement, je suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou ceux qui ont des idées un peu farfelues. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non? Non, mais en tant que Français. Vous le mettre où, alors? Non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur. Moi, ça me fera un peu mal au cœur. Non, vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, et je l'ai prouvé. Vous, je sais pas. Vous, c'est peut-être, je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent. Oui, mais je parlais pas forcément d'équipe de France, je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Je l'aurais même pas pris au téléphone, dit le président de la Fédération française de foot. C'est pas bien. Ce à quoi a répliqué Kylian Mbappé, et franchement, on doit saluer son courage à ce joueur qui n'hésite pas aujourd'hui à rentrer dans la mêlée en tweetant Zidane, c'est la France, on ne touche pas à une légende de la sorte. Et ça a déclenché un véritable tollé. Il y a même une pétition en ligne demandant les démissions de Noël Le Graët. Est-ce qu'après avoir écouté ça, les excuses de Noël Le Graët aujourd'hui sont recevables, Gamal? Foutage de gueule, c'est un abruti qui a 81 ans, qui aurait dû prendre la retraite il y a 20 ans, qui combine depuis le début avec son petit copain Deschamps. J'ai toujours dit, je répète, que leurs postures ne sont pas claires sur le plan politique et sur le plan raciste. Je veux dire, les termes utilisés, j'ai écouté toute l'interview. Il ne connaît pas Zidane, il ne parle pas, de toute façon s'il appelle il répond pas, donc j'ai le mépris de classe. Ensuite il dit il n'ira pas au Brésil parce que personne ne veut de lui, alors que le gars il a fait ses preuves. Et puis surtout il faut le rappeler quand même, cette connivence qui est pas normale entre lui et Deschamps pour dire moi je vais le voir à Paris, il vient me voir en Bretagne, c'est des potes. Le foot ça se gère pas comme ça, ça se gère sur les compétences et non pas sur les inimitiés. Et je rappelle tout de même, c'est pas la première fois, chaque fois qu'il y a une histoire, Zidane lui a rien fait. Zidane est un des joueurs les plus humbles du foot. C'est clair. Et c'est le type qui attaque jamais personne. C'est le type qui est droit comme un. Il a porté la Coupe du Monde en 98. Mais Zidane, effectivement, lui en veut sans doute parce qu'il n'est pas venu pour la défaite française en finale. Faut pas l'oublier. Les 3 ballons d'or ont refusé de venir. Zidane, l'Algérien d'origine. Benzema, l'Algérien d'origine. Et l'Italien Platini. Voilà. Il faut rappeler quand même qu'ils sont étrangers. Le Graët, qui est un Breton de base, semble-t-il, il a peut-être un L commun avec Le Pen, mais c'est intolérable. Donc moi, je dis simplement, c'est que ce monsieur doit être mis à la démission. Il a 81 ans. Il n'a rien à faire à la tête même la ministre du Sport, évidemment, a tweeté hier soir, s'offusquant des propos tenus par le président de la Fédération française. Ouvertement raciste. Ali. T'as aussi d'autres joueurs qui sont rentrés dedans. Oui, il y a Georges. Comment on disait Georges. Non, pas Wea. Georges Caïf, pardon. Georges Caïf qui a tweeté. Il y avait aussi Djibril Cissé. Djibril Cissé. Qui a repris un mème carrément. Attends, une chose aussi importante. Les excuses qu'il prend aujourd'hui, c'est du bidon, faut être très clair. C'est parce qu'il y a un tollé, c'est tout. Non, mais le pire, c'est qu'il dit je vais appeler Zidane pour m'expliquer. J'espère que Zidane ne répondra pas comme lui. Ah oui, il l'a méprisé. Voilà, l'a méprisé. Ali, rapide. Ali. Alors, très rapidement, ce monsieur a un titre, il s'appelle président de la Fédération française de football. Les propos qu'il tient ne sont pas des propos dignes d'un président, quel qu'il soit. Parler de la sorte, franchement, c'est au-delà des respectueux, les mots. Sincèrement, dans une entreprise, je crois que si tu parlais comme ça, même à la radio, toi, tu demandes un peu d'arrêter parce qu'il y a du bruit. Dans une entreprise, une personne comme ça serait virée dans la seconde. Donc cette personne-là, il y a 2 possibilités. Statutairement, on ne peut pas le démettre. Voilà, malheureusement, parce que les statuts de la Fédération française. Maintenant, mais après, on peut le détester. Oui. Par contre, non, mais sous la pression, au bout d'un moment, il faut un peu, parce que c'est bien toujours de donner la notion d'exemplarité. Mbappé, ce qui met pas Deschamps dans la merde, qui doit se désolidariser là. Il dit rien. C'est ce que dit. Oui, mais je sais pas si tu as remarqué. Alors juste, toi, tu m'as dit d'aller faire vite. La caractéristique, par exemple, tu as vu ce qu'a dit Deschamps, c'est du jamais vu. C'est au lieu que le président annonce
la prolongation de Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps qui veut annonce qu'il va lui-même. Ouais. Donc on sent qu'à côté, l'autre, il avait peut-être 2,4 grammes, 2,8 grammes dans le sang. Donc il était Welbeckien dans l'âme, certainement. Tout ça, tous ensemble, ces gens-là. Et voilà, donc tous ces gens-là, effectivement, il annonce, effectivement, et il te dit en plus derrière, ben, tu savais, moi, le prochain qui va prendre la fédération, je vais choisir aussi avec mon copain Deschamps, j'ai des noms. Donc c'est un peu Welbeck, avec un peu du totalitarisme, du Hannah Arendt. Donc tous ces gens-là, au bout d'un moment, sincèrement, il faut que ça dégage. Ce qui est très bien, et là-dessus c'est mon coup de cœur, c'est que Benzema et Zidane, ils ont pratiqué la politique de je me tais, je ne parle pas. Et ça marche. Et c'est mieux. Et ils ont dû jubiler hier d'ailleurs. En fait, ils ont fait l'Algérien. Hicham, rapide. Écoute, moi je pense que le peuple attend un peu de sang et un peu plus d'exclus. Tout à l'heure je regardais sur Twitter, il y a Molina qui a dit H-4. Oui. Donc je suppose qu'il va nous sortir quelque chose. Alors des fois, je pense qu'il va faire peut-être 2-3 infos un petit peu plus précises. Et de toute façon, depuis le mondial, faut dire la vérité, on sait qu'il y a quelque chose de malsain. On sait qu'il y a, sportivement parlant, il y a quelque chose qui va pas. Politiquement parlant aussi. Et puis, on n'oublie pas que c'est quand même la fédération, je dis bien avec le grand L et le grand F, du sport le plus pratiqué au monde, enfin en tout cas en France aussi. Tu fais honte au foot français. Et en fait, compte, voilà, on a une vitrine qui est juste incroyable, clairement. On a un foot qui est juste exemplaire. Par contre, voilà, on a l'impression que ça tient dans la poignée du. Ouais, ça tient dans la poignée. Mais alors. La FFS, c'est pas la FFI. Ouais, mais alors avec un peu d'expérience dans le domaine du sport, tu sais qu'il y a énormément de fédérations qui sont aussi gérées de la même manière. Elles sont plus petites. C'est beaucoup plus chaotique, mais finalement, on s'aperçoit que quel que soit le niveau, on a toujours le même type ou profil de personnes qui gèrent un petit peu la fédération comme une entreprise ou comme leur entreprise. Et là, la problématique est là. Smile. Écoute, Christophe, moi je pense que ce sont des propos insupportables, il est vrai, mais il faudrait cesser d'être paranoïaque sur ce plan racisme et tout ça. Je ne pense pas que, le grec soit raciste. Il est beaucoup plus atteint de sénilité, étant donné son âge. Et puis il a mal digéré le fait que Zidane ait décliné donc l'invitation. C'est ce qu'on disait de Pétain. Non, mais c'est pas le même gabarit. Mais à chaque fois que je parle, je suis toujours interrompu. Oui, c'est vrai, et je suis le dernier sollicité. Une petite vannonnette. Toujours. Mais on regarde le meilleur pour la fin, Smaïn. Interrompu pas. Il n'y a pas moyen de discuter avec vous, les mecs. Smaïn. Oui, Christophe. On regarde le meilleur pour la fin. Ah ben écoute, là tu me jettes une fleur, c'est bien. Voilà, c'est ça. Une petite un bégonia. Allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Coup de gueule et coup de cœur dans un instant. Attention, pas plus d'une minute chacun. Pour l'instant, première question. Quel pays a levé hier la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger? La Chine, effectivement. Bonne réponse. Devancé. Selon les chiffres officiels, combien de gilets jaunes en France ce week-end? 2000. Non. Pour tout en tout? Toute la France. Ah, je crois que c'est 7000. Non, elle dit 4000, non. Non, elle dit 4000. 4700 exactement. Donc c'est no, hein. Bravo, 4700. On est un peu avantagé parce qu'elle fait sa chronique. Elle suit l'actu contrairement à vous. Elle suit l'actu, ça se voit. Dans quel pays européen les voitures électriques ont représenté près de 81% de nouvelles immatriculations de véhicules L'Allemagne, particulier neuf en 2022? L'Irlande? Non. L'Allemagne, je crois. Non. Luxembourg. C'est pas le Suisse, c'est pas le Luxembourg. L'Espagne? Pays européen. Non, oui, pays européen. Oui. Pays-Bas. Non. Angleterre? Non. Il est plus en Europe. Pas mal. Angleterre. La Pologne? Non. Non, la Suède. Non, c'est pas la Suède, c'est pas loin, mais c'est pas la Suède. Italie? Danemark. Grèce. Non. Finlande. Non. Norvège. Bonne réponse. Bravo, monsieur Ali. C'est la géographie. Question cadeau là. Quel sélectionneur a annoncé qu'il serait prolongé jusqu'en 2026? Deschamps. Didier Welbeck Deschamps. C'est ça. Et dernière question. Pourquoi, il est fou, pourquoi aux États-Unis un enfant de 6 ans a été arrêté par la police? Pour port d'armes. Oui, mais plus précisément. Parce qu'il était noir. Non, oui, il a tiré exactement. Il a tiré sur sa maîtresse, la blessant grièvement. Un gamin de 6 ans a été arrêté par la police. Bonne réponse de mon cher Gamal Abila. Bravo. Alors, messieurs, dames, le port d'armes, c'est 8 ans normalement là-bas. Par les coups de gueule et les coups de cœur. Je vous rappelle le principe. C'est très simple. Vous avez 1 minute, je déclenche un chrono pour nous livrer un coup de gueule ou un coup de cœur. Et pas 1 minute de plus. C'est-à-dire que
Si au bout d'une minute vous n'avez pas terminé, je vous coupe. Gamal Abina, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Coup de gueule, bien sûr. Un coup de gueule. C'est parti. Attention, je déclenche le chrono. Et tu vas nous parler de quoi? Pas Welbeck, je vais parler de Le Gret. De Le Gret? Oui, Le Gret. C'est pas celui que t'avais prévu, hein. Je suis désolé. C'est celui que je mets maintenant. D'accord, c'est parti. On y va. Chrono, on y va. Donc, Le Gret, qui semble s'égarer à son grand âge de 81 ans, a peut-être oublié qu'entre Le Gret et Le Pen, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et j'ai envie de dire simplement que les propos méprisants qu'il a eu pour un des meilleurs joueurs au monde de la Coupe du Monde de 98, celui qui n'a jamais cassé les pieds à personne, a toujours été respectueux à l'endroit de tout le monde. N'a jamais été violent, sauf peut-être pour un coup de tête malencontreux, mais qu'il est insupportable de laisser un vieux monsieur comme ça magouiller littéralement avec son petit copain Deschamps, et il le revendique comme étant son petit copain, au détriment d'une équipe de France qui, je le rappelle tout de même, a perdu par 2 fois consécutivement, même si c'était en finale, et surtout insupportable d'avoir cette attitude arrogante et demander après coup la main dans le sac. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Il a motivé ses choix, il a insisté, méprisé un grand joueur comme Zidane. Il ne mérite rien d'autre que le mépris à son tour, et surtout de l'exclusion totale de l'équipe de France. Merci monsieur Le Gret, c'est un plaisir.